Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Les Tontons Farmers, une émission qui... Les Tontons Farmers, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Un programme présenté par Jean-Paul Hébrard de TV Agri. Une émission pour vous, les agriculteurs. Si toi aussi tu t'énerves au volant de ton tracteur, fais-le savoir en nous envoyant un message Twitter avec le hashtag TTF. TTF, comme Tonton Farmer, bien sûr. Une émission de TV Agri en partenariat avec l'association Co-Farming et notre partenaire cette semaine, les mardis de l'IFOCAP. Alors ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, mais 6 tontons farmers que j'accueille cette semaine. Tout d'abord, 2 dames, Chantal Pelletier, éleveuse dans la Nièvre, Gabrielle Dufour, cofondatrice de Data Farm, et puis aussi bien sûr des agriculteurs, Jean-Jacques Lahaye, éleveur de Saône-et-Loire, Jérôme Vol, viticulteur ardéchois, Jean-Baptiste Vervy, céréalier dans la Marne, Anaël Bibard, cofondateur de Farmlip. Alors, et oui, n'oubliez pas de vous démarquer en communiquant avec nous au travers de cette émission au ton vraiment différent. Alors, je vous ai parlé de l'IFOCAP, mais si par hasard, et je dis bien par hasard, vous ne connaissiez pas l'IFOCAP, j'ai l'homme qu'il vous faut pour en parler, j'ai nommé Jérôme Vol. Alors, Jérôme, c'est quoi l'IFOCAP? Et puis, c'est quoi les mardis de l'IFOCAP, surtout en déconnectant le micro? Oui, bonjour à tous. Et tout simplement, IFOCAP, c'est un institut de formation des cadres paysans qui a été mis en place par des responsables professionnels, dont Michel Debatisse, fondateur, qui a voulu montrer une dynamique autour de la formation professionnelle, mais aussi l'accompagnement et la réflexion des agriculteurs par rapport à des enjeux de société, mais aussi des enjeux professionnels. Et nous avons voulu, avec Stéphano Rousseau, le président qui est excusé aujourd'hui, continuer ces mardis de l'IFOCAP, ou en tout cas mettre en place cette réflexion prospective. C'est pour cela qu'on a mis en place ces mardis de l'IFOCAP qui permettent aujourd'hui, tous les mardis, une fois par mois, pendant 6 mois, pendant l'hiver, pendant la période la plus creuse ou plus creuse pour les agriculteurs, de pouvoir se rassembler. C'est une démarche prospective, c'est une démarche qui permet de pouvoir avoir une réflexion hors sujet de l'actualité si possible, tout en ayant dans un sujet de fondateur, j'ai envie de dire, dans une stratégie un peu de réflexion collective. Moi, je salue aujourd'hui très concrètement le partenariat avec Tonton Farmer parce qu'il y a une vraie dynamique. C'est notre dernière séance des mardis de l'IFOCAP aujourd'hui, mais ça reprendra dès le 2 novembre l'année prochaine, en 2021, pour pouvoir relancer ces mardis de l'IFOCAP. Tout simplement, ce partenariat, à voir comment il peut perdurer, mais en tout cas, c'est un nouveau modèle, en tout cas, de dynamique, et je vous remercie d'y avoir participé. Plus concrètement aussi, sur les mardis de l'IFOCAP, la réflexion est vraiment de se mettre en prospective, et je remercie les invités d'être présents, parce que c'est eux qui amènent la valeur ajoutée de la réflexion. L'idée, c'est de ne pas donner un message, c'est de permettre à chacun de pouvoir réfléchir sur les éléments de langage que chacun va pouvoir développer et de se faire son propre opinion et de s'en servir à la fois dans sa vie quotidienne, mais aussi dans ses responsabilités. C'est vraiment l'état d'esprit de l'ouverture que IFOCAP veut mener. Bon, merci beaucoup. Quelle agriculture en 2040? Et pour en débattre, nous allons partir d'une prospective pilotée par la DG Agri, donc au sein de la Commission européenne. Mais j'arrête tout de suite car on a le plaisir d'accueillir François Purseigle, alors directeur du département de sciences économiques, sociales et de gestion de l'ENSAT à Toulouse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, François Purseigle, si vous m'entendez, en quoi un exercice de prospective agricole comme celui qu'a fait la Commission européenne est important aujourd'hui à l'échelle de l'Europe? Eh bien, peut-être parce qu'une question se pose plus qu'hier, encore aujourd'hui, et c'est une question qui avait été soulevée par un ancien ministre de l'Agriculture, Henri Nallet, dans un ouvrage consacré à l'Europe. C'est cette question, l'Europe va-t-elle garder ses paysans, je dirais, pour le paraphraser, ses agriculteurs? C'est une vraie question qui est soulevée aujourd'hui par l'Europe, pour l'Europe également. C'est une question qui traverse les débats qui sont ceux des observateurs européens. C'est une question qui n'allait pas de soi il y a peut-être 20 ans de ça et qui est vraiment définitivement posée. Pourquoi? Parce que le projet européen était un projet qui reposait non pas simplement sur un projet économique, mais celui du maintien d'une population agricole nombreuse à l'échelle
du territoire européen. Et plus que jamais, l'objectif et l'ambition qui étaient dessinés à l'époque, c'était de préserver non pas une population paysanne nombreuse, mais d'accompagner une paysannerie vers la modernité. Et c'était de préserver ce qu'on va appeler le modèle de l'exploitation familiale, celle qui allait se développer progressivement. Et aujourd'hui, on voit bien que les agricultures européennes, plus qu'hier, sont confrontées non seulement à un effacement de la population active agricole, au premier rang desquels les chefs d'exploitation, mais elle est confrontée aussi à un éclatement sans précédent des structures d'exploitation, et on reviendra là-dessus, mais je pense que cet exercice est d'autant plus important à réaliser, je n'y ai pas contribué, qu'on n'y voit plus trop clair sur ce que seront les agricultures européennes demain. On ne sait pas ce qui adviendra. Et il est important peut-être de donner à voir la montée en diversité, je pense, des projets économiques, des projets sociaux qui ont cours aujourd'hui à l'échelle de l'Europe. Oui, parce que François, quand on regarde concrètement en fait, la diversité des profils, on parle bien de prospective, c'est-à-dire qu'on ne prévoit pas, on essaie de passer tous les champs du possible justement dans le futur à l'échelle 2040. Et ce qu'on voit, c'est une très, très grande diversité de profils d'agriculture ou d'agriculteurs. Oui, c'est ce que dénote, c'est ce que montre cette prospective, même si on pourrait revenir sur un certain nombre de catégories, des catégories comme celle des entrepreneurs, est une catégorie peut-être qui aurait mérité d'être creusée, parce qu'on voit bien que l'Europe, elle se définit avant tout par une multitude de projets entrepreneuriaux, qui relèvent d'exploitations de petite taille, de taille moyenne ou de grande taille, et la question qui est posée aujourd'hui à l'Europe, c'est celle de l'accompagnement de cette diversité de projets entrepreneuriaux. On voit que ce mot entreprise est souvent réduit à des fonctions ou à des types d'agriculture qui sont plutôt des types d'agriculture de grande taille, mais c'est vrai que je pense que dans cette prospective, on y voit un certain nombre d'éléments sur une diversité de situations qui témoignent non seulement du projet entrepreneurial, mais aussi de situations de vie. Ce qui caractérise les agricultures européennes, ce sont aussi des situations qui témoignent non seulement bien d'une agriculture familiale qui se maintient, mais de situations aussi de survie pour certains d'entre eux, ou des situations bien d'expansion pour d'autres. Et c'est bien cette tripolarité qui caractérise, selon moi, aujourd'hui les agricultures européennes, une tripolarité qui est celle d'une agriculture européenne faite à la fois d'agriculteurs en situation de subsistance, d'agriculteurs en situation bien de développer un outil familial qui est questionné, qui est beaucoup plus incertain en termes de renouvellement, et puis des agricultures portées par des logiques beaucoup plus capitalistiques. Et vraiment, l'ambition qui est posée derrière tout ça, c'est celle de la coexistence de ces formes d'agriculture, peut-être pas de modèle, parce que peut-on encore parler d'un modèle agricole à l'échelle européenne et qui plus est même à l'échelle française? C'est peut-être ce qui me vient d'abord à l'esprit quand je lis cette prospective qui donne à voir une mosaïque peut-être très très large de situations, et on voit bien que en fait l'Europe est quand même dans l'incapacité aujourd'hui même de nommer ces agricultures qu'elle souhaiterait accompagner. Donc, au-delà de l'exercice de prospective, maintenant, peut-être que la question qui est posée, c'est, voilà, quel avenir pour cette diversité de situations? Et je ne suis pas sûr que seules les politiques économiques ou des politiques telles qu'on a pu les connaître à l'échelle européenne accompagneront cette diversité. Alors, on peut citer quelques noms, par exemple adaptatif, intensif spécialisé, patrimonial, selon les différents types d'agriculteurs. On en a une douzaine comme ça, plus d'autres qui sont orientés social santé, d'autres qui seront plutôt vers l'urbain avec le micro-farming. Et puis, on voit aussi apparaître des modèles très particuliers comme la viande artificielle, mais on aura l'occasion d'en reparler. Face à cette multiplicité de cas, de modèles, je ne sais pas comment vous souhaitez l'appeler, est-ce qu'on a encore des leviers pour agir dès aujourd'hui sur une orientation plutôt qu'une autre? Oui et non, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que cet exercice est d'autant plus important à réaliser que les indicateurs relevant de la statistique et des statistiques agricoles qui donnent à voir un effacement démographique sans précédent. Je vous rappelle que l'Union européenne a connu une chute des actifs agricoles de près de 30% durant les 10 dernières années. On voit bien qu'il y a un enjeu à bien identifier ce qu'on entend par agriculteur et par agriculture, parce que je ne suis pas sûr aujourd'hui que tous les décideurs politiques sachent bien de quoi on parle en matière d'agriculture aujourd'hui, parce qu'il y a une telle diversité qui échappe même
aux politiques depuis un certain temps que c'est intéressant effectivement de savoir de quoi on parle. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir s'interroger sur la manière avec laquelle, comme je le disais tout à l'heure, un seul dispositif sera en mesure d'accompagner une telle diversité. Moi, je ne suis pas convaincu que certaines agricultures de subsistance relèvent de dispositifs de politique économique. Je pense que peut-être qu'il s'agira de développer ou de refonder des politiques sociales à l'endroit aussi de ces agricultures-là. Je vous rappelle qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a imaginé l'IBD, on a imaginé des dispositifs qui pensaient non seulement l'entrée, mais aussi le sortie. Donc la question de la sortie aussi de certaines populations actives, elle est posée. La question de la capacité peut-être à l'ensemble de ces formes d'agriculture d'embrasser des projets comme ceux de la transition alimentaire, agroécologique, elle est posée. Je ne suis pas sûr que ça soit réservé à une forme d'agriculture ou à une autre. Je pense qu'au même moment, toutes les agricultures européennes, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme, sont convoquées, non seulement par la puissance publique, mais aussi par les consommateurs, à répondre à de nouvelles injonctions. Voilà. Et donc là, le défi, il est là. C'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est-à-dire que l'Union européenne, en matière agricole, s'est construite sur un défi qui était celui d'accompagner une paysannerie vers un monde qui devait se structurer en filière. C'est cet enjeu de professionnalisation que l'Europe a réussi à accompagner. Aujourd'hui, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit d'accompagner dans des changements multiples une somme de projets entrepreneuriaux qui reposent sur des réalités sociales et économiques complètement différentes de l'ouest à l'est. François Pursegle, merci, mais vous restez surtout avec moi, puisqu'on va demander un peu à débattre de ces questions, et notamment les tontons farmers. Je ne vous entends pas, Jean-Baptiste, notamment Gabriel. Et parce qu'on écoute prodigieusement l'exposé de François. Il faut réagir un peu. Non, mais moi j'avais quand même une question parce que en fait on regarde, on en débattra dans la soirée là, mais en fait on a un regard de Français aussi sur cette agriculture 2040. Mais c'est quoi le regard de l'Italien, de l'Allemand ou du gars de… Enfin, je veux dire, on part de son propre contexte à se dire, oui, on n'aime pas bien cette agriculture, on aime bien cette agriculture, mais en fait, tout le monde a des regards très différents. Et je ne sais même pas s'il y a eu… On se pose la question, est-ce qu'il y a un modèle agricole français? Mais est-ce qu'il y en a eu un européen? Parce que quand tu arrivais de l'Allemagne de l'Est, c'était quand même pas les mêmes fermes que quand on démarrait du bas de l'Italie, quoi. Enfin… Alors Jean-Baptiste, je te dis que tout à l'heure, on aura le plaisir d'accueillir Guy de Bailleul, qui nous vient tout droit du Québec et qui portera un regard plus international. Qui souhaite réagir là-dessus? Oui, moi aussi, je trouve qu'on n'a pas osé interrompre François parce qu'il est très convaincant, enfin, c'est très intéressant. Non, mais elle est séduite, Gabrielle, c'est pour ça. Vraiment, ouais. Bravo, François. Voilà. Oui. Donc, ça me parle beaucoup ce qu'il dit parce que je trouve que finalement, cette problématique de ne pas connaître, alors lui, il parle plutôt des décideurs, mais moi, je vais parler des citoyens. Les citoyens, on a un peu ce même problème, c'est de ne pas connaître les différentes agricultures, les différentes formes d'agriculture. On a un récit, on va dire, médiatique qui simplifie au maximum les questions agricoles et qui nous raconte une seule histoire de l'agriculture avec d'un côté les méchants et de l'autre les gentils, on va dire. Donc, on n'a pas du tout cette notion de la mixité, enfin de la diversité à la fois des formes d'agriculture, mais des différents statuts. Enfin, je trouve que il y a vraiment un manque de connaissances qui fait, à mon avis, qui est à l'origine d'un manque de reconnaissance en fait des agriculteurs, parce qu'on ne les connaît pas et souvent pas plus les décideurs que les citoyens en fait. Qui souhaite rebondir? Jérôme? Oui, on parle beaucoup du niveau européen, voire du niveau international, mais est-ce qu'il y a en fait un seul modèle agricole en France? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a des modèles d'accompagnement, il y a des modèles d'exploitation, il y a des structurations qui sont diverses et variées, que bon nombre essayent d'opposer aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est une complémentarité d'exploitation qui en fait permettent de pouvoir j'ai envie de dire, interagir et en même temps faire une proposition et une palette de propositions autant sur le plan local qu'au niveau international. Donc, voilà, moi, je n'aime pas trop il y a un seul modèle agricole, quoi. Enfin, je trouve que c'est assez réducteur et je crois que, en tout cas, moi, pour l'organisation que je représente, la FNSEA, il est hors de question de parler d'un seul modèle agricole
il y a des modèles d'accompagnement qui peuvent être uniques et qu'il faut essayer de jongler, mais pas une seule agriculture, je crois, en France, avant de parler de l'international ou de l'Europe. Voilà. Notre éleveur de Saône-et-Loire bout dans son coin. Oui, oui, je pense que des modèles, tant au niveau européen qu'au niveau français, je pense qu'il y en aura plusieurs et je pense que ce n'est pas nécessaire non plus de les monter les uns contre les autres parce qu'on aura besoin de tout. Et ce que je trouve dommage, c'est que on écoute le consommateur et ce qui est tout à fait normal, mais je pense que le consommateur a envie, et ça c'est mon sentiment profond, c'est que le consommateur a envie de monter les modèles les uns contre les autres et je trouve ça dommage parce qu'on aura besoin de tous, quoi. Jean-Baptiste Moreau, qui interviendra juste après, mais qui intervient déjà. Oui, parce que je ne peux pas m'en empêcher. Ah bon. Parce que ça me renvoie à une actualité assez brûlante et je suis tout à fait d'accord à la fois avec ce qu'a dit Jérôme et ce qu'a dit Gabriel aussi. Attention à ne pas opposer les différents modèles agricoles entre eux, parce que c'est exactement le jeu que jouent certaines personnes aujourd'hui, certaines associations, dans des buts difficilement avouables pour eux. Mais aujourd'hui, les modèles agricoles, ils sont interdépendants, je veux dire. Il ne faut pas dire on va sauver l'élevage allaitant extensif et on condamne l'élevage hors sol, parce qu'on sait très bien que, notamment sur l'alimentation animale, la maîtrise des coûts de l'alimentation, elle est due aussi à la présence de l'ensemble des types d'élevage qui permet d'avoir une filière de transformation de l'alimentation animale complète avec des produits et des coproduits qui sont valorisés tantôt par des ateliers hors sol, tantôt par des animaux allaitants. Donc, il faut faire attention à ne pas opposer les modèles et c'est le danger dans lequel nous emmène un certain nombre d'associations et de personnes et de personnel politique notamment. Moi, je suis défavorable. Le consommateur, c'est lui qui a vraiment le pouvoir de fait, parce que c'est lui qui consomme, c'est lui qui achète les produits. Par contre, il faut qu'on lui donne les moyens, et notamment c'est à nous, notre rôle, là je reprends la casquette de député, de donner la transparence pour que le consommateur puisse choisir en connaissance de cause d'acheter ce qu'il a envie d'acheter. Donc après, c'est lui qui décidera. Mais ce n'est pas à nous ou à n'importe qui de décider à sa place ce que lui doit consommer ou ce qu'il faut qu'il consomme. Il y a une évolution des modèles agricoles, de l'ensemble des modèles agricoles vers une meilleure prise en compte de l'environnement, vers une adaptation au changement climatique qui sont nécessaires. Mais attention à ne pas opposer les modèles agricoles et diviser les modèles agricoles, parce que diviser pour mieux régner, il y a beaucoup d'adversaires de l'agriculture française qui l'ont très bien compris. C'est une vieille recette, effectivement. Anaël Bibard. Oui, je rebondis sur le côté on écoute le consommateur. Aujourd'hui, je ne suis pas convaincu qu'on écoute réellement le consommateur. Parce que le consommateur, on écoute des enquêtes d'opinion, on parle d'enquêtes d'opinion, d'intention. Après, il y a une très forte différence entre l'intention et l'acte d'achat. Et on le voit, les consommateurs, ce n'est pas un pack uniforme qui fait tous la même chose. Et sinon, il y aurait, d'après les intentions, que des consommateurs de bio en circuit court, en proximité. Donc, vraiment, et Gabriel pour en témoigner, fonder une AMAP, c'est bien. Au début, tout le monde dit impeccable, on va tous consommer local, l'AMAP. Et puis après, au fur et à mesure, on se rend compte que le supermarché, c'est pratique, le fresh, c'est bien, le grand frais, c'est cool. Et puis, un drive, ça ne mange pas de pain. Donc, globalement, il y a des consommateurs et on les écoute pas toujours parce qu'ils votent déjà par leur petite carte bancaire et on voit bien ce qu'ils font en masse. Gabriel, ça veut dire que les gens qui allaient dans ton AMAP allaient en même temps au supermarché, c'est ça? Ah oui, bien sûr, oui. C'est difficile de réussir en AMAP, en circuit court, à avoir tout ce dont tu as besoin pour nourrir ta famille. Donc, on fait souvent une partie, c'est plutôt les produits frais, le maraîchage, les produits type viande, les œufs, le pain. Mais après, il y a une partie qu'on achète quand même en supermarché. Mais comme dit Anaël, c'est pas facile. Souvent, même, on part avec beaucoup de motivation au début. Et puis, notre groupe, par exemple, nous, on a une cinquantaine de familles. Ce nombre n'augmente pas d'année en année, on perd des adhérents, on en gagne d'autres, on a du mal à grossir parce que ça demande quand même un engagement de la part des consommateurs et tout le monde n'est pas prêt à le fournir. Chantal, on vous écoute, Chantal. Oui, concernant les consommateurs, effectivement, que certains parlent avec leur carte bleue, quoi. C'est clair que tout le monde n'a pas les moyens forcément d'acheter des produits de très bonne qualité ou des choses comme ça, mais
globalement, on sent vraiment une tendance de fond pour les produits de qualité et puis une certaine agriculture. Variété quand même de consommateurs et on se rappellera qu'il y en a pour tous nos produits que l'on produit. Et puis moi, je voulais revenir sur les types d'agriculture. Sur notre territoire, notamment, la complémentarité des agriculteurs est très importante. Les céréaliers peuvent fournir certains produits aux éleveurs et tout ça fonctionne quand même dans une bonne entente relative. Et ce n'est pas forcément les agriculteurs qui veulent se monter entre eux, mais effectivement, la vision médiatique est parfois un peu polluante dans ce sujet-là. Ah, la photojournaliste. Chantal, vous êtes de la Nièvre, je le rappelle, le territoire. C'est bien ça. Jean-Baptiste, qui souhaite réagir? Il faut juste faire un petit signe, la main comme ça. Jean-Baptiste. Ah, mais il y a deux Jean-Baptiste. Oui, voilà, il va falloir se mettre d'accord. Jean-Baptiste Vervi, mais aussi. Oui, alors après, bon, je sais pas, peut-être qu'on dérive un peu, hein, mais parce que c'est ah bon, d'accord, on dérive pas, donc très bien. Mais en tout cas, ce que ça me fait réagir, parce que les gars, c'est quand même une émission des tontons, donc on est obligé de se parler vrai et de se parler franc. Ouais, il faut dire. Quand on se dit que les agriculteurs entre eux, alors j'en suis, hein, donc je suis pas là pour allumer les feux, mais quand même, on est tous d'accord, on est copains. Honnêtement, par exemple, ce matin, nous, on faisait une réunion avec plein de nouvelles startups, avec des nouveaux gens, des nouvelles personnes hors cadre familial qui veulent s'installer, qui parlent de Paris, qui veulent acheter des fermes en collectif, qui veulent créer des petits du pain, du maraîchage, faire tout ça. Honnêtement, est-ce que la profession les accueille ouvertement, avec les bras bien grands ouverts, quand Xavier Niel sort une école qui s'appelle Hectare pour former des nouveaux agriculteurs hors cadre familial, est-ce que la profession est complètement ouverte pour leur dire mais ici, ce pan-là de l'agriculture, on l'accepte et on va travailler ensemble? Moi, je pose la question. Tu as mis le feu aux poudres là, alors tout le monde a levé le bras, peut-être Jean-Baptiste Moreau, déjà, on va rester sur Jean-Baptiste et puis après. Voilà, comme ça on ne se trompe pas de prénom. Oui, non, mais ça m'intéresse ce que vient de dire Jean-Baptiste Vervi. Effectivement, il ne faut pas dire le contraire. Il y a parfois des difficultés d'intégration dans le microcosme agricole quand on vient de l'extérieur, quand on a un projet un peu différent. Je pense que ça a quand même évolué dans le temps. Je pense que c'était plus flagrant il y a quelques années, voire quelques dizaines d'années, qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est plus flagrant quand il y a des vraies tensions sur le foncier aujourd'hui, enfin, dans des régions comme la mienne, tout du moins, parce que il ne faut pas que je généralise, il y a beaucoup moins de tensions sur le foncier. Il y a des fermes aujourd'hui qui risquent, hélas, d'être laissées de côté parce qu'il n'y a pas beaucoup de repreneurs. Et aujourd'hui, tout repreneur est plutôt le bienvenu à partir du moment où il n'arrive pas en expliquant, je vais vous expliquer à vous les Indiens comment il faut travailler, parce que ça, effectivement, ça se passe en général assez mal. Mais à partir du moment où il a la volonté de s'intégrer et que son projet soit différent ou pas, en général, il est plutôt bien intégré. Alors, l'exemple de l'école de Xavier Niel, j'en ai payé les frais. J'ai juste essayé d'expliquer, parce qu'il se trouve qu'elle est portée par une amie qui m'est proche et qui est très, très proche, qui s'appelle Audrey Bourrelot, qui était la conseillère du président de la République et que j'ai suivi ce projet depuis la création du projet, depuis le lancement, on va dire, depuis la germination du projet dans l'esprit d'Audrey. Et Xavier Niel n'était à ce moment-là absolument pas dans le projet. Elle a été le chercher après parce que c'est un des financeurs de ce projet-là. Et Dieu sait que Xavier Niel, j'ai aucune affinité avec lui et je lui suis rentré dedans à plus d'une reprise sur la viande artificielle et sur le RIP. Donc là-dessus, on ne peut pas me soupçonner de complicité, mais c'est vrai que j'ai assez mal vécu effectivement le fait qu'on juge ce projet juste parce qu'il y avait Niel. En plus, c'est particulièrement misogyne parce que le projet, c'est celui d'Audrey Bourrelot, c'est pas celui de Xavier Niel vient le financer, mais le fond du truc, c'est Audrey qui le porte. Et on le juge juste parce qu'il y a ce nom-là qui fait un peu épouvantail. Je vous dis une fois de plus, j'ai aucune affinité pour lui. Et voilà, et c'est jugé avant d'être créé, avant d'être sorti, avant même d'être présenté sur la réalité de ce projet-là. Il est jugé sur pièce, enfin non, même pas sur pièce d'ailleurs, il est jugé a priori. Et ça par contre, oui, c'est des fois une tendance du monde agricole de taper avant de réfléchir sur ce qu'est le projet réellement. Jean-Jacques, en quelques minutes, quelques secondes. Oui. Jean-Jacques. Je voulais réagir sur l'installation parce que je m'occupe aussi de l'installation dans le département de Saône-et-Loire. Et je pense que, après, pour réagir sur ce que Jean-Baptiste vient de dire, c'est que quand il y a une politique départementale, régionale, où il y a vraiment une politique agricole, où on veut faire de l'installation, on fait de l'installation. Et on met les moyens pour arriver à accueillir ces nouveaux jeunes.
parce que c'est vrai que ça fait une dizaine d'années qu'il y a des nouveaux jeunes qui arrivent, des jeunes hors cadre familial, si on peut les appeler comme ça. Ça me gêne un petit peu ce mot-là, mais c'est pas, voilà, j'ai pas trouvé d'autres mots, mais voilà. Mais je pense que dans les départements, et entre autres, nous, en Saône-et-Loire, on les accueille aujourd'hui, on a 38% des jeunes qui sont installés hors cadre familial. Et je pense qu'il faut qu'on les accompagne parce que nos territoires deviendront improductifs parce qu'il y aura de la friche, il y aura, voilà. Jean-Jacques, merci beaucoup. Jérôme, juste en un mot parce qu'on va changer de sujet. Non, mais moi, je réagir aussi. Ah, mais après. Alors, en demi-mot. Vas-y, Jérôme. Non, mais je vais laisser. C'est Gabriel qui va intervenir. Oui. Allez, Gabriel. C'était pas moi, mais je peux aussi intervenir. Intervenir, c'était Léopoldine de CIPF. Alors, ok, Léopoldine. J'ai entendu le terme association, les méchants, tout ça. Si c'est le franc-parler, c'est vrai. Je me permets d'intervenir. Je vous entends et je suis le grain de sable je pense, dans ces participants aujourd'hui. Sur le modèle agricole, tout de même, moi, je rejoins ce qui a été dit, c'est qu'il y a plusieurs modèles agricoles, mais selon les filières, il y en a quand même un qui est dominant sur le nombre d'animaux en France. Donc, s'il y a certains élevages, type volaille et porc, qui ne sont pas, par exemple, dans la Nièvre, où il y en a peu en tout cas, ou en Saône-et-Loire, mais qui sont ultra dominants en termes d'un nombre d'animaux et en termes de bien-être animal, de conditions d'élevage, d'impact climatique, ils sont différents. Et il faut les différencier. Il ne faut pas simplifier. Moi, je crois quand on dit l'élevage français, il est parfait, l'élevage français, il a plein de super éléments qu'il faut mettre en avant, qu'il faut protéger, qu'il faut encourager, mais qui a aussi besoin d'évolution, et même M. Borot le disait, sur certaines pratiques. Il faut pouvoir faire évoluer les choses, améliorer le bien-être animal dans les productions les plus intensives. Merci beaucoup. Quant à simplifier, c'est vrai que il y a des réalités différentes et il ne faut pas simplifier et il ne faut pas taper par principe non plus. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Une question du public, je pense qu'elle est pour Jérôme Vold, ça tombe très bien. Éric Thèse qui dit « Les agricultures sont diversifiées, mais les OPA se sont-elles adaptées à la même vitesse ?» Est-ce qu'on ne s'est pas un peu endormi du côté des OPA? Jérôme Vold, tiens donc. Oui, non, mais alors d'abord, je voulais dire à tous nos auditeurs qui ont l'habitude des Tonton Farmers, mais plus particulièrement d'IFOCAP et des mardis de l'IFOCAP. D'habitude, on a une présentation structurée. François, par exemple, t'aurais présenté. Ensuite, il y aurait eu un certain nombre de questions. Et en fait, c'est les intervenants qui font tout le schéma de discussion. Et je trouve ça assez innovant. Je le dis, et ça bouscule un peu le modèle que l'on avait l'habitude. Donc, je me mets à la place des auditeurs et je leur dis, voilà, c'est un nouveau modèle. Ce n'est pas celui qu'on peut-être on retiendra sur la durée, mais en tout cas, ça permet de l'échange. La réponse. La deuxième chose, en fait, on est un patchwork de savoir-faire paysan. Et on s'adapte à la fois à un marché, à une rentabilité économique et à une vision humaine des sujets. Et en fait, il ne faut pas qu'on rentre, et les OPA, comme on est en train de le dire, ou la profession, comme l'a dit Jean-Baptiste, la profession s'adapte, elle accompagne. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la profession ne va pas et n'accompagne pas. En tout cas, pour mon organisation, on est dans un schéma de structuration. Par contre, on peut avoir aussi un public qui, aujourd'hui, résolument, se tourne contre ou ne veut pas aussi rentrer dans un schéma d'organisation, d'accompagnement, etc. Alors que le collectif reste quand même une clé de réussite dans un secteur d'activité comme l'agriculture. Le collectif, avec la différence d'entreprise, comme les consommateurs d'ailleurs. Les consommateurs peuvent être tous dans la même association, peuvent avoir des modèles de consommation différents. Néanmoins, l'intérêt, c'est de travailler ensemble. Jérôme Vold, juste on va laisser la parole de conclusion de cette première partie à François Purseigle. Oui, merci. Alors, bon, comme dit Jean-Baptiste, puisqu'on peut se dire les choses ici, moi, je vais poser aussi une question qui est posée, c'est celle même du statut. Peut-on aujourd'hui imaginer cadenasser un statut alors que va émerger une diversité de situations productives en agriculture? Donc, la question qui est posée à l'ensemble de la profession, à la fois française, mais même européenne, c'est celle de savoir si ce débat, il faut qu'il soit déjà bien mené parce que on aura besoin de tout le monde, et c'est vrai qu'on est vraiment à un virage. Et on risque de voir apparaître de nouveaux visages de la production agricole qui relèvent
d'un travail peut-être plus salarié, plus délégué, plus réactif, plus diversifié, etc. Et il faut admettre que si on s'enferre dans un débat uniquement autour de la question du statut du chef d'exploitation, on risque peut-être, je dis bien peut-être, de voir disparaître un certain nombre d'acteurs susceptibles de porter effectivement ce qui est important pour nous aussi, c'est cette capacité productive de tout un pays et de toute une région, l'Europe, parce que je pense qu'on aura besoin de toutes les énergies, de toute façon, statut d'exploitant ou pas, pour prendre en charge un défi qui est celui de la production agricole et qui est celui aussi de la capacité de tous les producteurs à transiter vers d'autres échéances. Merci François Purseigle. Les Tontons Farmers, l'émission qui dézingue les idées reçues sur l'agriculture. Un programme présenté par Jean-Paul. Alors, on va accueillir à présent Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse, qui a déjà pris la parole avant même qu'on lui donne. Mais bon, tant mieux, c'est comme ça, c'est l'esprit de l'émission. Alors, bonjour Jean-Baptiste. La semaine passée a été un petit peu dure pour vous, là. Hein, vous avez été un peu pilonné par les ONG, non, dans le débat parlementaire. Par certaines ONG. Je voulais repréciser tout à l'heure, je ne mets pas du tout ces IWF, pas parce qu'ils sont là, hein, mais parce que c'est des associations welfaristes qui sont totalement très claires sur leurs objectifs et sur là où ils veulent aller, à la différence de certains autres qui prennent des alibis pour défendre d'autres choses que ce qu'ils défendent réellement. Voilà. Donc oui, ça a été un peu chaud la semaine dernière sur le repas végétarien, sur la taxe engrais azoté, sur un certain nombre de dossiers où j'ai essayé de défendre une position. On va dire, certains me diront que je suis extrémiste. Moi, je considère que c'est plus une position d'équilibre où je dis et je répète qu'il faut aujourd'hui, tous les types d'agriculture sont interdépendants et c'est beaucoup plus complexe. Je veux dire, le monde agricole, c'est pas noir ou blanc. C'est pas les gentils bio contre les méchants conventionnels. C'est pas les gentils extensifs contre les méchants hors sol. Je veux dire, toutes les économies agricoles sont interconnectées. Et la disparition de l'un entraînerait des catastrophes sur les autres. Voilà, donc qu'il faille aller dans une direction du bien-être animal, du respect de l'environnement, de lutte contre le changement climatique, oui, tous, il faut que toutes les productions y aillent à un pas de temps qui est compatible avec le fait qu'elles ne disparaissent pas, parce qu'on peut imposer toujours plus de normes sur notre agriculture si déjà au niveau européen on n'arrive pas à faire converger les normes. C'est mort, on va détruire notre agriculture et on va importer d'Europe l'essentiel de l'alimentation, c'est ce qui se passe sur les fruits et légumes notamment. Et puis on va aller vers un modèle mondial avec des fermes toujours plus grandes si on n'a pas une vraie volonté de conserver nos fermes à taille humaine, parce que économiquement, et ça heurte d'entendre ça, mais pourquoi le modèle mondial est fait de grosses fermes? Parce que c'est celles qui sont les plus rentables. Enfin, il faut appeler un chat un chat. Et pourquoi il y a des ateliers hors sol qui s'installent, notamment chez des jeunes agriculteurs qui s'installent? Parce que c'est des ateliers où il y a un revenu qui est à peu près fixe. Voilà, et tout simplement. Mais ça, c'est difficile à entendre pour certaines personnes. J'en reviens à la prospective. Un des modèles d'entreprise agricole qui ressort justement de cette prospective 2040 dont on parle là, faite par la DG Agriculture, c'est le devenir de la culture de cellules, enfin ce qu'on appelle en gros la viande artificielle, même si ça énerve tout le monde, qu'on appelle ça du terme de viande, et aujourd'hui c'est interdit. D'ailleurs, il faut savoir que quelque part, vous leur avez fait mal, Jean-Baptiste Moreau, puisque vous leur avez fermé l'accès à la cantine la semaine dernière. Expliquez-moi un peu. Faut rendre à César ce qui est à César. C'est un amendement de Julien Aubert, qui est député dans le sud de la France et des Républicains, qui a posé un amendement effectivement pour interdire tout ce qui est viande artificielle tout ce qui est viande artificielle dans la restauration collective. Et au-delà de ça, et le ministre l'a réaffirmé au banc d'ailleurs, la viande artificielle, c'est pas de la viande, c'est de la multiplication de cellules souches dans des substrats hormonaux. Alors les mêmes qui nous défendent aujourd'hui la viande artificielle, parce qu'on a un certain nombre de défenseurs aujourd'hui, qui nous défendent la viande artificielle, sont les mêmes qui veulent l'interdiction absolue des OGM. Alors que qu'est-ce que c'est que de la viande artificielle, sinon des modifications génétiques basées sur de la multiplication de cellules souches avec un lit d'hormones qui permet la croissance cellulaire. Enfin, je veux dire, il y a rien de moins naturel que ça, je pense, globalement. Et moi, donc on a interdit effectivement la Restauco, ces produits-là. Et ces produits-là, on voit bien. Et on va revenir à Xavier Niel. Il a investi massivement, et il y a un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui qui ont investi massivement dans ce secteur-là, français et mondiaux,
Et comme par hasard, ils viennent financer le RIP, ils viennent financer un certain nombre d'associations animalistes et antispécistes. C'est pas innocent. Je veux dire, et l'attaque sur l'élevage hors sol, c'est pas innocent parce qu'ils expliquent. Et d'ailleurs, c'est conceptualisé par un certain nombre quand on arrive à les faire parler. On supprime tout l'élevage hors sol, c'est-à-dire l'alimentation pas chère, on la remplace par de l'alimentation et de la viande artificielle, et puis on laisse globalement l'agriculture extensive mourir de sa belle mort, parce que c'est comme ça que ça finira. Clairement, il ne faut pas se tromper là-dessus. Si on commence, si on met le doigt là-dedans, c'est toute l'agriculture qui disparaît et on n'est plus que dans de l'artificialisation et de l'industrialisation, pour le coup, à l'extrême même de l'agriculture, et totalement déconnecté de la nature et des cycles de vie et de mort. Jean-Baptiste, vous croyez vraiment que vous allez l'arrêter, ce type de production de viande ? Je ne sais pas si je vais l'arrêter, mais viande, je vais y mettre toute ma volonté, toujours. On a bien réussi en Europe à arrêter les OGM. Et honnêtement, aujourd'hui, je me demande si on a bien fait, même pour aller pousser la provoque encore plus loin. Je pense même qu'on a mal fait de ne pas intégrer les OGM au niveau européen. On serait sans doute moins dans la panade sur l'adaptation au changement climatique aujourd'hui si on avait les OGM. Mais bon, bref, on ne va pas revenir là-dessus, c'est interdit. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas interdire ça alors qu'on interdit les OGM ? Il n'y a pas de raison. L'autre Jean-Baptiste. Ouais, sauf que peut-être que les OGM, c'est pas qu'on les a interdits, c'est que dans d'autres pays ont saboté en Europe le fait que ça se développe pour leur propre intérêt. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait en fait bloqué tout ça, au fond, je pense. Même. Mais bon, on l'a bloqué au niveau européen, au moins, si on ne l'a pas bloqué au niveau mondial. Jean-Jacques, puis Jérôme. Mais Jean-Jacques d'abord. Oui, moi je pense que dans cette artificialisation de la viande, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Alors après, pour ou contre, c'est vrai que j'ai du mal à me positionner, mais malgré tout, je pense quand même que les décisions qu'on va prendre aujourd'hui, ça sera pour nos enfants et nos petits-enfants. Et j'aurais du mal quand même, et vraiment, peut-être que je ne le verrai pas, mais on aura quand même du mal à dire, voilà, dans 30 ans, dans 40 ans, se dire en 2040, 2050, 2060, eh bien, les personnes qui étaient au pouvoir à cette époque-là, quels qu'ils soient, organisations professionnelles, politiques européennes, politiques françaises, avoir pris des décisions qui nous impactent et qui impactent aussi peut-être notre santé. Parce que, voilà, je veux dire, il y a eu des décisions qui ont été prises il y a 50 ans, il y a 40, 50 ans. Aujourd'hui, on les déplore. On les déplore parce que, on a mis un système d'exploitation et d'agriculture en place qu'on regrette presque, quoi. Jérôme Vol. Ouais, la difficulté dans ce débat, c'est, moi, à mon avis, ceux qui veulent manger du végétal mangent du végétal, ceux qui veulent manger de l'animal. Ce qui est difficile à vivre, c'est le fait de dire une minorité veut imposer un modèle à l'ensemble de la profession, enfin à l'ensemble de la consommation. Et ça, c'est un vrai danger. Et derrière, très clairement, le positionnement, ça veut dire que nous, on aura une agriculture française qui va disparaître progressivement, et notamment le monde de l'élevage, alors qu'on aura un schéma d'importation forte, parce qu'il y aura encore de la consommation animale en France, parce qu'il y aura des consommateurs de viande, et en fait, on importera une agriculture qu'on a refusée sur notre propre territoire, et tous ceux qui défendaient à la fois le local, le bio, le marché court, etc., en même temps, auront mis en place un dispositif d'importation massive. Et c'est ça le gros danger. Voilà. Ouais. Jérôme, tu as énervé Léopoldine. Non, je ne vais pas énerver, il ne faut pas exagérer. Si, un petit peu. Mais c'est vrai qu'on a une vision, nous, en tout cas, donc association pour un élevage durable, pour un élevage qui soit extensif et pas intensif. Nous, on voit comme la concurrence principale de l'élevage extensif à l'herbe, l'élevage intensif. Et que de temps en temps, à pointer du doigt des technologies, des façons voilà, c'est pas forcément, c'est ça en soi qui alimente le refus d'élevage, c'est s'il n'évolue pas. Quand M. Moreau dit que l'alimentation industrielle issue de l'élevage industriel n'est pas chère, c'est pas vrai. On le paye plusieurs fois. On le paye au supermarché ou dans d'autres circuits de distribution, mais on le paye aussi en coûts environnementaux et en coûts de santé. Donc, il ne faut pas oublier les externalités qu'il faut être intégré dans le coût réel. Prix et coût ne sont pas forcément la même chose. Et voilà, nous, on encourage vraiment l'élevage durable. Je ne vois pas en disant, par exemple, qu'il faut réduire la consommation de viande et d'aller vers des meilleures viandes, par exemple, en quoi c'est
d'une minorité qui veut imposer une consommation. Je pense qu'il faut faire attention que de part et d'autre, je pense qu'on a tendance à un petit peu caricaturer et se servir d'extrême pour faire un peu parapluie, bouclier, et qu'il faut surtout repenser, réfléchir et aussi donner aux consommateurs les moyens de le faire. Et ça, c'est avec de l'information. Et souvent, elle n'est pas disponible ou pas assez disponible. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Léopoldine Charbonneau. Je pense qu'il y a dans le débat public, en tout cas, dans le débat sur les réseaux sociaux encore plus, une simplification des deux côtés. Hein. C'est-à-dire que ce que vient de dire Jérôme Vol, je suis un peu d'accord, j'allais réagir aussi. Il n'y a pas une minorité qui essaie d'imposer une idéologie. Oui, certainement qu'il y a des illuminés, certainement qu'il y a des extrémistes. Moi, je suis la première à défendre les éleveurs sur les réseaux sociaux. Je pense que vous le savez. Mais je pense qu'il faut pouvoir dire, et ça c'est très important, surtout vous les professionnels de l'élevage et de l'agriculture, il faut absolument que vous arriviez à dire aux citoyens, oui, on est conscient des problèmes de l'élevage, on est conscient des problèmes des gaz à effet de serre, on est conscient des abus de l'élevage, de certains abus d'élevage intensif, de ces images qu'on voit, elles existent. On ne va pas faire comme si elles n'existaient pas. On ne va pas dire que tout l'élevage français fonctionne bien. Il y a certainement des élevages qui ne fonctionnent pas et qui c'est pas forcément les plus gros d'ailleurs. Mais je pense qu'il faut que vous fassiez attention, agriculteurs et éleveurs, au discours que vous avez. Et je pense que vous participez à polariser le débat là-dessus. Bon, merci Gabriel. Une seconde question pour Jean-Baptiste Moreau. Le réchauffement climatique, pour vous, c'est une réalité, même dans la Creuse? Non, j'y crois pas. Me dites pas que vous vous préparez à cultiver de l'olivier dans le futur? Non, pas encore. Je veux quand même juste réagir. Je vais répondre à votre question rapidement, mais je veux quand même réagir à ce qu'on a dit. Le problème, c'est que c'est des images d'Épinal qui circulent. D'abord, les externalités positives de l'élevage français, et quel que soit l'élevage français, sont largement positives. Si vous mesurez, enfin, je veux dire, on peut toujours expliquer que le hors-sol c'est mal et que l'extensif c'est bien. Je suis éleveur extensif, je ne vais pas dire le contraire, que l'extensif c'est bien, mais il faut arrêter de dire que l'intensif c'est forcément mal. Les externalités environnementales ne sont pas forcément négatives. Le problème, c'est la concentration. C'est effectivement certains modes d'élevage qui doivent sans doute évoluer, mais je veux dire, quand on nous parle de dégâts pour l'environnement, quand on dit on mange moins de viande, pourquoi il faut manger moins de viande? 1, ça pollue. 2, c'est mauvais pour la santé. Les deux assertions sont fausses. Tout dépend du mode d'élevage. Ça pollue? Ben non. L'élevage extensif sur des prairies, ça pollue pas parce que ça absorbe davantage de gaz à effet de serre que ça en produit. La réalité des faits, c'est ça. C'est ça la réalité des faits. Et de 2, c'est mauvais pour l'environnement. C'est mauvais, oui, comme toute consommation d'aliments est mauvaise pour la santé. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est les chiffres réels. Aujourd'hui, les normes maximum de l'OMS pour la consommation de viande, c'est 500 grammes. En France, on est à 330 de moyenne. Donc, on est loin des normes maximum de l'OMS. Donc, voilà, déjà, une chose. Donc, la consommation de viande, oui, il faut faire attention. Il ne faut pas consommer en excès, comme il ne faut pas consommer en excès tout produit. Voilà. Donc, sur le changement climatique, oui. Moi, j'ai connu en 10 ans en 15 ans d'installation, pardon, je me rajeunis, beaucoup plus de sécheresse que mon père en a connu sur toute sa carrière. Donc effectivement, il faut s'adapter au changement climatique. Moi, j'ai réduit la taille de mon troupeau pour être davantage autonome au niveau alimentaire, pour pas avoir besoin d'acheter, parce qu'avec la sécheresse, on a eu une diminution des rendements, que ce soit en foin, en ensilage, en céréales. Et donc effectivement, avec les sécheresses à répétition, il faut s'assurer l'autonomie alimentaire parce que ça a un coût d'acheter l'aliment à l'extérieur. Et donc j'ai réduit un peu mon nombre d'animaux sur l'exploitation, j'ai réduit mon chargement pour pouvoir justement passer, même sur une année de sécheresse, sans avoir besoin d'acheter massivement à l'extérieur, parce que quand on achète massivement à l'extérieur, on met en péril l'économie de son exploitation. Donc effectivement, on s'adapte au changement climatique. Les variétés doivent s'adapter aussi, que ce soit en maïs, en céréales, en prairies, avec des variétés moins gourmandes en eau. On a aussi des associations graminées légumineuses qui permettent une meilleure résistance aussi parfois à la sécheresse. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires aujourd'hui, y compris dans des zones comme la mienne. Jean-Baptiste, vous restez avec nous. J'accueille à présent Fabienne Keller qui nous écoute depuis Strasbourg, j'en suis sûr. Fabienne, on ne vous entend pas. Bonjour. Bonjour Fabienne Keller. Écoutez, on va faire comme ça. Enfin, j'aime beaucoup Strasbourg, siège du Parlement, que je défends, en l'occurrence actuellement à Bruxelles, puisque c'est là que nous nous réunissons en réunion de groupe et de commission cette semaine.
députée européenne, originaire d'Alsace. Vous connaissez bien l'agriculture, vous avez étudié notamment là-dedans et vous avez exercé aussi au tout début de votre carrière. Est-ce que vous avez entendu parler de la prospective de la DG Agri dont on parle là? Alors, je dois dire que grâce à vous, je l'ai consulté. Ah. Et je trouve que c'est plutôt intéressant de se demander, voilà, en 2040, quels pourraient être les profils des agriculteurs. Donc, j'ai effectivement démarré ma carrière au bureau des céréales au ministère de l'Agriculture. C'est des temps anciens où il y avait des prix garantis. Et donc, j'allais chaque semaine au comité de gestion des céréales à Bruxelles pour décider des volumes de certificats à l'exportation qu'on accordait aux chargeurs pour permettre de soulager le marché des volumes qu'ils ne pouvaient pas absorber. C'était un temps très différent du temps d'aujourd'hui, puisqu'on compensait l'écart entre le prix mondial et le prix intérieur. Donc, la stratégie était très différente. Mais la PAC a beaucoup évolué. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une grande diversité de modèles en 2040 selon cette prospective? Alors, à la fois, l'enjeu et l'exercice de la prospective montrent une grande diversité, mais est-ce que vous pensez qu'on va réellement vers une telle diversité? Alors, je ne sais pas, mais je crois que la prospective, elle sert d'aide à la décision pour construire l'avenir. Donc, je trouve ça très intéressant d'avoir ces différents profils. On imagine assez bien qu'on n'a a priori pas du tout une vision monolithique. J'espère que l'agriculture sera en effet une activité importante dans des zones peu productives, ou en tout cas où la productivité est limitée dès lors qu'on veut respecter le paysage. Moi, voilà, des territoires que je vois pendant les vacances, dans les vallées alpines, dans le Massif central, où la productivité n'est pas toujours au rendez-vous. Et je pense que dans d'autres zones, il faut avoir peut-être d'autres stratégies pour que la France puisse rester une grande puissance exportatrice de produits agricoles de qualité. Qui dit intensif ou un autre modèle ne veut pas dire que l'environnement n'est pas pris en compte. Donc, moi, je trouve que c'est éclairant sur, en fonction des réalités, en fonction des aspirations des agriculteurs, que pourraient être les profils principaux qui émergeraient en 2040, où tout le monde sera adapté aux exigences écologiques, peut-être au changement climatique, peut-être à une évolution aussi de la consommation des clients. Vous qui avez une vision européenne, est-ce que vous pensez qu'en France, on est quand même focalisé sur un type d'agriculture versus 2020 et qu'on ne sent pas arriver cette multiplicité de types de fermes, d'acteurs à temps partiel, par exemple? Je crois que l'agriculture française est déjà très, très diverse. Vous parlez d'agriculture à temps partiel, ou parfois c'est un membre du couple qui travaille sur la ferme et l'autre qui sécurise le revenu de la famille, qu'on rencontre beaucoup. Moi, j'aime beaucoup marcher, donc je fréquente beaucoup les gîtes de montagne, et très souvent, ce sont des agriculteurs qui m'accueillent, et le revenu est rarement garanti par leur activité principale, par leur activité agricole. Donc, voilà, ils ont un revenu sécurisé. Il y a des bonnes années, mais il y a des années plus dures parce que voilà. Donc, je pense que non, il n'y aura pas un modèle qui s'imposera. Ce sera en fonction des territoires et des aspirations aussi. Il faut respecter l'agriculteur et dans son projet. Bon, les tontons farmers, oui. Non, mais Jean-Baptiste. Je suis d'accord avec vous, Madame Keller, mais vous êtes élu politique. Je pense que vous prenez des positions. Vous ne pouvez pas nous dire, oui, ça va s'organiser comme ça. C'est quoi, vous, l'orientation que vous avez en tant que responsable politique sur l'agriculture, pas pour dans 5 ans, mais dans 10 ans, 20 ans? Alors, la France et l'Europe ont des potentiels différents suivant les territoires. Je pense qu'il n'y a pas du tout un seul modèle. Il y en a plusieurs qui sont possibles, différents types d'équilibre. Et puis, il y a l'aspiration, les savoir-faire des agriculteurs aussi, qui a toute sa place. Non, je n'ai pas de vision théorique sur l'agriculteur idéal en 2040, mais je forme le vœu qu'il arrive, grâce au développement technique et scientifique, à être plus encore qu'aujourd'hui respectueux de l'environnement et des ressources, être sobre, comme on sera amené à l'être nous tous, qu'il puisse continuer à nous nourrir avec des produits de qualité, avec des produits suffisamment abondants, et des produits qui ne consomment pas trop d'eau
parce que nous allons progressivement cheminer vers une économie où l'eau deviendra un bien plus précieux. Alors, ce n'est pas dans votre domaine, mais par exemple dans le domaine de l'énergie, beaucoup d'énergie renouvelable nécessitent des ressources en eau ou une source froide. Donc, l'agriculture aussi a des besoins d'eau. Si effectivement on observe le réchauffement climatique, on observe des phases de sécheresse, on ne sait pas si elles sont structurelles ou momentaires, enfin sur quelques années, vous avez cette question de l'accès aux ressources qui pourrait être limitante, mais à nouveau pas du tout partout. Ça dépend des territoires. Oui, technique. Là, vous avez prononcé un mot hyper important qui est la science. Écoutez la science. Et je pense qu'on se prépare à avoir potentiellement un rendez-vous manqué entre trois acteurs, la science, les agriculteurs et le grand public. La science, les premiers, ils ont des choses à nous dire. Je pense que la plupart du temps, à peu près tout le monde s'en fout, lamentablement, dans le sens où le réchauffement climatique, pendant des années, c'était prévu, pendant des années, personne n'en a eu rien à faire. Puis là, vous amenez un autre sujet qui est l'énergie. On a un exemple assez proche de nous, les Allemands, en énergie, ils ont dépensé 500 milliards, et le résultat pour aller vers des énergies renouvelables dont vous parliez. Et résultat, ils émettent 9 à 10 fois plus de CO2 que nous par kilowattheure produit, après 10 ans d'investissement à grand coût de centaines de milliards. Donc, s'il faut écouter la science, ça veut dire aussi bien déterminer les objectifs qu'on y fixe à cette agriculture. Et s'il y a un objectif CO2 qui est fixé, il ne faut pas tomber sur toutes les personnes, notamment comme l'ADEME, quand il a sorti la grille balise. Il est arrivé, il a dit la grille balise, voici plein de données, plein d'ACV, voilà plein de bons résultats qu'on a mis du temps à construire des années et des années. Hop, 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 ça ne dit pas du tout ce qu'on veut que ça dise. Hop, dégagez-moi tout ça, je ne veux plus y voir. Donc, il y a un rendez-vous manqué qu'on risque d'avoir, justement, si on ne comprend pas cette complexité et qu'on n'écoute pas la science. Et on a énormément de questions. Jean-François Olivier qui nous écoute, qui nous dit de quelle manière la PAC doit-elle accompagner cela au vu de la diversité en Europe? Alors, la PAC doit être multi-objectif, c'est-à-dire qu'elle doit répondre à plusieurs modèles possibles. Elle doit assurer un revenu à l'agriculteur. Nous avons besoin d'une agriculture diverse. Nous avons besoin d'avoir, on l'a complètement oublié, mais quand même historiquement, l'autosuffisance et la capacité à exporter, à produire des produits de qualité et à nourrir aussi d'autres territoires du monde, c'est tout à fait important. Et puis c'est important pour notre balance commerciale collective européenne. Donc cette PAC, elle doit être souple, elle doit respecter, adapter à différentes situations. Elle doit avoir comme objectif principal de défendre le revenu de l'agriculteur et elle doit créer au cours du temps des facilitations pour l'adaptation et le respect de l'environnement. Alors, quant à la remarque de Anaël Bibard. Je voudrais faire une remarque quand même. Je vous invite à comparer complètement le modèle énergétique. On sort de l'agriculture, on est dans l'énergie, allemand et français. Ce n'est pas les mêmes. Pourquoi les émissions en CO2 de la France sont beaucoup, beaucoup plus faibles que celles de l'Allemagne? Parce que l'essentiel de notre ressource électrique, de notre électricité, est nucléaire. Et le nucléaire a une caractéristique, c'est qu'il n'émet pas du tout de CO2. Il a un énorme défaut. Elle a un énorme défaut, cette énergie nucléaire, c'est qu'elle génère des déchets avec une durée de vie de plusieurs milliers d'années. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comparer directement leur amour. L'énergie allemande est sans nucléaire, c'est idéologique, c'est comme ça. Ils n'en veulent pas. Mais elle est encore assez charbon. Ils ne s'en sont pas complètement débarrassés des énergies fossiles les plus polluantes. Ils ont énormément investi dans les énergies renouvelables, mais dans la phase de production, par exemple, d'un mât d'une éolienne, vous émettez beaucoup de carbone. Donc, on n'est pas au bout du processus de l'énergie propre. Hubert Reeves, la bonne énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, la question, c'est la sobriété énergétique, mais on ne va pas revenir à l'âge de pierre. C'est aussi de trouver des équilibres, sachant que les énergies renouvelables, c'est bien, mais on est obligé de se construire des surcapacités, puisque les énergies renouvelables ne sont pas constantes dans le temps et ne coïncident pas avec elles sont intermittentes, comme vous dites très justement. Donc, je ne comparerai pas trop brutalement. Oui. Par contre, je voudrais partager ce que j'observe, moi, qui vis en Alsace à Strasbourg. Pour sécher le maïs,
les Allemands, ils utilisent des séchoirs, vous savez, naturels. J'ai le nom anglais qui me vient en tête, des cribs, là où entre des grillages, ils mettent le maïs et c'est comme ça que ça se fait. Depuis des décennies, il y a des digesteurs des lisiers animaux qui, en proximité, alimentent en méthane des petites industries. Donc, Madame Keller, ils ont un il y a plein de modèle questions. qui est plus décentralisé que nous et plus efficace. Jean-Baptiste Vervy, une question. Ouais, enfin, moi, je suis désolé, hein, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais votre réponse, elle me fait flipper. Hein. Parce qu'en fait, la PAC, elle doit s'adapter à tout le monde, à tous les objectifs, à nourrir en Europe, à l'extérieur et tout ça, et puis à rémunérer les producteurs. Alors, il y a déjà des producteurs qui ne gagnent pas leur vie, donc je ne sais pas, en fait, du coup, est-ce que les objectifs sont atteints? Et puis, il y a des modèles, en fait, qui sont prévus là dans la prospective 2040, où on sait que les producteurs ne gagneront pas leur vie, quoi. D'ailleurs, c'est François, je crois, qui a dit, ou Jean-Paul, en disant, les fermes les plus rentables, si on veut des gens qui gagnent leur vie pour nous nourrir, c'est des grosses fermes, c'est des fermes industrielles, des fermes, quoi. Alors, vous êtes devin, ce que je ne suis pas. Si vous savez déjà que ces modèles en 2040 ne rapporteront pas, ça veut dire que vous connaissez la politique qui sera appliquée à ce moment-là. En fait, il y a des exploitations aujourd'hui, il y a des petites exploitations, et on encourage des fois des gens à s'installer à partir à l'esclavagisme, hein, avec des gens qui ne gagnent pas un SMIC et qui font 70 heures par semaine. À un moment donné, on les connaît déjà, et si on les a dans 20 ans, ça ne va pas aller mieux. Hein. Non, mais ce que vous dites est important et doit être mieux pris en compte. Donc, la question, l'objectif que j'ai compris de cette étude, c'est de définir l'agriculture cible, ou les modèles, les 12 modèles de l'agriculteur, de l'exploitation, et de voir quelle politique serait nécessaire pour la rendre viable pour chacune, si on souhaite permettre à chacune de prendre sa place, ou si on renonce à certains modèles, ce que ça a comme conséquence en termes d'adaptation de la PAC. Il me semble que c'est un outil d'aide à la décision pour la politique. Hein. Elle n'est pas encore définie. Ceci dit, j'entends et j'en rencontre régulièrement votre point sur notamment des éleveurs qui ne vivent pas du tout bien et qui n'ont pas de régularité dans leurs revenus. Et pour ma part, je le regrette vraiment parce qu'on doit d'ailleurs construire, hein, le ministre de l'Agriculture le fait, des correctifs aux nouvelles règles qui sont fixées pour la PAC et qui pourraient mettre en difficulté certaines exploitations d'élevage. J'entends votre point qui est que c'est un modèle que nous devons porter de manière plus efficace dans la PAC actuelle. Hein, vous êtes en train de me parler de la PAC actuelle et dans cette démarche, pour ma part, je vous soutiens avec toute ma délégation et notamment Jérémy de Serle, mon collègue qui est spécialisé et qui est lui-même qui nous écoute en plus, donc actuellement. Une remarque d'Éric qui dit « Ne confondons pas modèle social et modèle technique lorsqu'on parle de modèle ». Est-ce que très souvent, on ne fait pas l'amalgame entre les deux? Ça, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a une autre remarque de la part des tontons? Oui. Allez, qui prend la parole? Allez. Oui, sur la PAC. Si vous voulez, quand on regarde la PAC qui a été mise en place en 92, elle a figé une agriculture pendant 25 ans. Et moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, il faut que les exploitations elles s'adaptent aussi à l'environnement, à notre environnement qui gravite autour de nous, le consommateur, le climat, tout ce qui a été évoqué jusqu'à maintenant, tout à l'heure par toutes les personnes qui sont sur le plateau. Et je pense que ça serait important parce que quand on fige une PAC, je veux dire, à un moment donné, il y a quand même un nombre d'agriculteurs qui passent à côté et qui passent à côté de cette politique parce qu'on les empêche aussi de s'adapter sur leurs entreprises parce que le monde change autour d'eux. Et ça, moi, je crois qu'au sein d'une écriture de PAC qui va sortir bientôt, hein, pour moi, là, je veux dire, j'ose espérer qu'elle ne sera pas figée pour 25 ans, parce que 25 ans, on sera en 2040, et donc là, vous allez figer l'agriculture jusqu'en 2040. Et je pense que ça serait une grosse erreur. Fabienne, est-ce que vous pouvez le rassurer, Jean-Jacques? Oh, faites confiance quand même aux élus. On ne va pas décider et tout sera figé pour 25 ans. Il y a une responsabilité qui est… 92 a figé quand même l'agriculture pendant 25 ans. Jean-Jacques, chacun son tour. Oui et non, il y a quand même eu des adaptations. D'ailleurs, Jérémy, tu peux peut-être m'aider sur toutes
les choses qui ont évolué depuis cette date dans les différents dispositifs, ça a marqué une rupture. Ça, c'est clair dans le dispositif d'avant que donc j'ai connu de garantie et d'immunisation par rapport au marché mondial. Ça, on y a renoncé, le modèle a changé. Par contre, ces curseurs ont beaucoup été adaptés au cours du temps. Moi, j'ai envie de dire que les agriculteurs ont prouvé dans le passé leur incroyable capacité d'adaptation au marché, bien sûr à leur métier, aux difficultés climatiques, aux difficultés liées à l'exploitation, aux maladies, aux difficultés éventuellement de récolte, de fourrage, ou au rendement plus bas. Enfin, l'agriculteur, par nature, est quelqu'un d'extrêmement résilient et qui s'adapte. Il continue à faire cet effort dans le souci de respecter une orientation générale, d'être plus respectueux de l'environnement, d'essayer d'utiliser moins d'intrants, d'être plus… J'ai été touchée d'ailleurs par le témoignage là, de l'éleveur qui disait j'ai un peu moins de bovins pour être un peu moins dépendant des achats à l'extérieur, etc. Trouver un équilibre dans son exploitation qui lui semble plus robuste. Et donc, et notre objectif, notre mission en fait de parlementaire, c'est de s'assurer que cet équilibre permet de dégager un revenu décent. On ne peut pas continuer à avoir une agriculture qui ne vit pas de son produit. Donc, le social et l'économique, c'était la première question, ne doivent pas être opposés. Notre organisation agricole, notre PAC n'a de sens que si elle permet les deux. Un réalisme économique, être en face d'un marché et une décence, j'ai envie de dire, un niveau correct de revenus. Fabienne, restez avec nous. On accueille Jean-Marie Serroni, agroéconomiste. Il n'a rien dit depuis le début, je ne le reconnais pas. D'habitude, il a toujours un petit mot. Là, il est très, très sage. Dans 20 ans, Jean-Marie, est-ce qu'on aura toujours des éleveurs dans le Massif central? Ah oui, j'y compte bien. Je ne sais pas. Ah si, Jean-Marie. Le Massif central. L'Aubrac ne serait pas l'Aubrac sans les Aubrac. Ah bon. Jean-Marie? Alors, les Aubrac, ce n'est pas des agriculteurs, ce sont des vaches, oui. Est-ce qu'il y aura toujours des agriculteurs, des éleveurs dans le Massif central? Je pense, mais je pense qu'aussi, ça dépend beaucoup d'eux. C'est-à-dire que s'ils continuent à faire principalement des broutards pour l'Italie et l'Espagne, il y en aura beaucoup moins. Ça me paraît clair. Pourquoi je dis ça? Parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, vous avez dit sur la question de l'élevage, qu'est-ce qui pourrait faire qu'il y ait moins d'éleveurs? C'est qu'on ait besoin de moins de viande. Or, par rapport à la viande, il y a la question de la consommation, il y a la question de la moyenne d'âge qui augmente en France et encore plus en Europe. Et quand on avance en âge, on mange moins de viande. Il y a la question de l'environnement qui joue dans les deux sens. Alors, sur la question de l'environnement, on dit, et Jean-Baptiste l'a dit, mais l'élevage extensif, ou même d'ailleurs pas forcément que extensif, est négatif en émissions. Attention, Jean-Baptiste, je me permets, il est négatif en émissions totales de gaz à effet de serre. Mais en fait, chez nous, on a trois types de gaz à effet de serre. Il y a le carbone, le protoxyde d'azote et le CH4, le méthane. Or, on raisonne toujours en équivalent carbone. Or, le méthane et le protoxyde d'azote, une fois qu'ils sont émis, ils ne se stockent pas. Il n'y a aucun moyen de le stocker. Donc, l'agriculture, c'est la seule usine avec la forêt et la mer capable de stocker du vrai carbone. Par contre, elle émet du CH4 et du protoxyde d'azote, et ça, il va falloir qu'elle travaille à diminuer ses émissions. Donc ça, alors, il va rester des éleveurs, je pense qu'il y en aura moins, mais moi, je crois beaucoup, j'ai des convictions, et puis j'ai beaucoup d'interrogations. Mais j'ai une conviction forte, c'est que les agriculteurs, ce sont des acteurs économiques, ce sont des entrepreneurs. Le métier est plus difficile. Donc, il y en aura moins, parce qu'il y a moins de gens qui vont être capables de le faire. Et c'est un peu ce que disait François en disant il faut… je suis réticent sur le statut, disait-il, parce qu'il faut pouvoir ouvrir sur des formes nouvelles. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui seront très heureux comme producteurs, mais qui ne seront pas chefs d'entreprise. Et on doit trouver des modèles qui leur permettent de travailler.
Et il faut qu'au niveau de la filière viande, qui est sûrement la filière la plus en difficulté en France, enfin du moins ça qui s'adapte le moins vite, comment dire, engraissent davantage, produisent des animaux moins lourds, mieux adaptés au marché. Et dans ces conditions-là, il n'y a pas d'inquiétude. Si ça ne bouge pas, on peut avoir des inquiétudes, je dirais, d'une restructuration assez sauvage. Jean-Marie, dans 20 ans, est-ce qu'on aura toujours des engrais et des produits phyto? Allez, on continue. Après Alors ça, c'est ma deuxième conviction. Ouais. Moi, je suis persuadé qu'il y en aura, mais que la voie vers laquelle on va, toutes les agricultures, c'est une agriculture plus naturelle. Alors très technique, plus technique, et je n'oppose pas, moi, les systèmes techniques, et ça m'énerve toujours quand j'entends les agriculteurs qui s'identifient à leur système technique. Un métier, ce n'est pas un système technique. Les gens, les ACS, ils vont taper sur les bio sur les conventionnels. Alors maintenant, il y a je sais pas quoi, les régénérateurs, et puis l'Europe s'est amusée à faire tous ces profils-là. Mais en fait, l'agriculteur, il produit sur un territoire et il adapte ses techniques en fonction de son projet. Mais ce n'est pas le fait d'être ACS, d'être bio, d'être HVE, certifié comme on veut, qui me permet de m'identifier. Non, non. Ce qui m'identifie, c'est mon projet, mon plaisir et la satisfaction de mes clients. ACS, agriculture de conservation des sols. Est-ce que dans 20 ans, on aura toujours une PAC? Je crois en 2040. Projetons-nous. Je crois que non. Madame Keller n'est pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je vous donne la parole. Il y aura toujours une politique, je pense, et je souhaite qu'il y ait toujours une politique agricole européenne, mais ce ne sera pas une politique agricole commune. Je ne vois pas demain quel est l'intérêt de garder des systèmes de subventionnement et de budget qui soient à peu près identiques dans tous les pays d'Europe, alors que le fonctionnement est complètement différent aujourd'hui. Par contre, je crois qu'il faut qu'on ait une politique extérieure agricole commune et qu'on ait une réglementation environnementale au sens très large du terme, véritablement commune. Et Fabienne Keller. Protégée aux frontières. Fabienne Keller, réagissez. Moi, je pense que une PAC, sa forme peut changer, mais une politique agricole partagée entre les États européens, ça restera très important. Pourquoi? Partagée, oui, tout à fait, mais c'est pas l'agriculture, c'est le socle de la construction européenne. Au début, ça faisait 2/3 du budget. Ça a été l'action concrète attendue par tous les États membres, à un moment où la question, c'était d'assurer l'alimentation de tous les pays européens. On est déjà un peu détaché de l'après-guerre immédiate, mais quand même, assurer la subsistance, c'est quelque chose de fondamental. Et cette PAC permettra ensuite une prospérité dans le domaine agricole et alimentaire quand même assez remarquable. Deuxièmement, ce qu'on vient de vivre, la crise, on est revenu un peu à l'essentiel. C'est pas mal quand même quand on peut être sûr, même quand toutes nos frontières sont fermées, que voilà, les marchés fonctionnent, que les produits sont de qualité, que les gens qui produisent sont là. On a tous redécouvert, enfin la France et l'Europe, on a tous redécouvert la puissance quand même de cette agriculture qui est proche. On parle dans les autres domaines de réindustrialisation. Là, on a la chance d'avoir les agriculteurs près de chez nous. Ensuite, je pense que c'est un sujet auquel nos peuples sont très attachés, même si la fraction de la population qui vit de l'activité agricole baisse en général au fur et à mesure de l'augmentation du PIB du pays. Il est encore fort, par exemple, pour les nouveaux entrants, mais l'attachement des populations à l'agriculture est forte. Et donc, je suis convaincue que c'est un ciment. C'est un ciment européen. On peut dialoguer, oui. Ouais. Je ne partage pas du tout, je m'excuse. Et après, il faut que je donne la parole à Jérôme Foll aussi. Je ne partage pas du tout votre point de vue. Et quand je regarde mes enfants qui sont des jeunes trentenaires ou ou pas tout, 27, 28 ans, pour eux, les gens sont on est très attachés à l'agriculture, ça c'est clair, partout et de plus en plus, parce que sur notre santé et sur les gaz à effet de serre et l'environnement, tous les Européens sont attachés à l'agriculture, je suis d'accord. Mais la PAC comme construction de l'Europe, je suis d'accord en 62, mais aujourd'hui, la sécurité, le numérique leur parlent beaucoup plus que financer des vaches ou des hectares. Donc, je crois que la politique agricole européenne, elle va se renforcer, mais pas sur les soutiens financiers.
Ça va Alors, rentrer vous parlez de dans le cadre financer des vaches et national. des hectares, mais le fait qu'on ait un système de reconnaissance des produits de qualité, ça, c'est l'Europe qui l'a sécurisé. C'est ce qui permet, par exemple, moi j'aime bien les produits laitiers, aux producteurs de certains fromages d'être mieux rémunérés. Si je peux me permettre, on n'a jamais autant importé de bouffe. Hein. Non. Alors, on peut avoir des signes de qualité, mais on mange du poulet de l'extérieur à gogo dans la restauration collective. Il faut arrêter de nous dire que l'Europe défend les signes de qualité. Non, Jérôme attend patiemment depuis 5 minutes la parole. Je pense que c'est dommage qu'on importe des poulets. Donc, continuons le travail de création de critères de qualité, d'information des clients qui sont prêts à payer un peu plus s'ils savent que c'est français ou européen, s'ils savent qu'il y a une qualité dans la manière de nourrir les animaux, leur manière de grandir. Donc, je pense que cette démarche qualitative, il faut qu'on la continue. C'est la marque. Vous savez, la bonne bouffe, c'est quand même une marque Jérôme Vol souhaiterait prendre la parole. Madame Keller, vous parlez trop, c'est fou. Comment vous arrivez à rebondir sur tous les sujets? Bravo. Allez, Jérôme Vol, qui souhaite vous réagir par rapport à votre propos? Oui, non, mais moi, tout simplement, il y a un sujet par rapport à la politique agricole commune. Est-ce que ça s'appellera politique agricole commune ou souveraineté alimentaire de l'Europe? Enfin, il y a un vrai sujet autour de la souveraineté alimentaire. Quels que soient les accompagnements, on verra. Si en 2040, il n'y a pas besoin d'accompagnement pour l'agriculture et qu'il y a une vraie rémunération aux produits, les agriculteurs se passeront de l'accompagnement financier de la politique agricole commune. Si on est dans un schéma de souveraineté alimentaire qui privilégie la consommation locale. Et quand tout à l'heure on a parlé d'agriculture multiple, n'oublions pas que sur 500 millions d'habitants en Europe, on a une multitude de publics. Et on a un public qui est en capacité de pouvoir financer une certaine alimentation. Il y a un public, malheureusement, qui grandit en France en ce moment, qui va à la soupe populaire pour pouvoir aller se nourrir. Et des étudiants, et des jeunes, et pas que des personnes en difficulté ou en manque de travail. Donc, Jérôme, tout cela, il faut le prendre quand même en considération. Donc, il y a un public divers, et donc il faudra alimenter ce public divers avec des conditions identiques sur le plan sanitaire, organoleptique, mais avec des coûts qui seront différents. Chantal Pelletier. Je partage. Il faut brancher le micro, Chantal. On écoute Chantal et on... le micro n'est pas connecté. Chantal, on ne vous entend pas. Chantal. Oui, on ne vous entend pas. Chantal, on revient vers vous. Vous m'entendez? Ça y est? Très bien, là, parfait. On vous écoute même. Oui. Moi, je voulais revenir sur les émissions de gaz, notamment par l'agriculture. On parle beaucoup du protoxyde d'azote. J'ai été très choquée personnellement l'année dernière quand toutes les industries se sont arrêtées pendant le confinement, où on avait très peu d'émissions de protoxyde d'azote. Alors, je pense qu'il ne venait pas de l'agriculture, puisque nous, on a continué à toujours travailler et qu'il y a certainement bien des industries et des modes de transport qui contribuent à ces émissions aussi. Et je voulais aussi revenir sur les problèmes d'origine. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui me paraît très important, d'autant que j'ai travaillé dans l'agroalimentaire il y a des années et que les origines, on faisait beaucoup d'abstractions là-dessus, on faisait un peu tout et n'importe quoi. Et quand je vois qu'aujourd'hui, Lactalis a réussi à obtenir qu'on n'indique pas l'origine sur les packs de lait, c'est un peu dommage à mon avis et c'est pourtant très, très important pour l'agriculture. D'accord, voilà. C'est pas encore totalement joué. On accueille, il est 19h45, ça passe très très vite, on accueille Léopoldine Charbonneau, qui a déjà parlé 3 fois depuis le début, qui est directrice de CIWF. CIWF, ça signifie, parce que tout le monde ne connaît pas. Compassion in World Farming. En fait, c'est une ONG qui a été créée par un éleveur laitier dans les années 60, qui, en réaction à l'intensification de l'élevage, on lui a proposé un atelier de poulet intensif et il s'est dit que ce n'était pas la direction qu'il voulait prendre et qu'il voulait aider les animaux d'élevage à rester dans de meilleures conditions d'élevage. Alors, vous le voyez comment l'élevage en 2040, vous, à CIWF? Alors, il y a ce qu'on voudrait et peut-être la réalité qui ne serait peut-être pas tout à fait à la hauteur. Ce qu'on voudrait, c'est que, je parlerai peut-être de la France, effectivement, on n'est pas indépendant, mais il faut s'intégrer dans l'Europe et dans le commerce mondial, bien évidemment. Mais très clairement, on nous a beaucoup parlé de montée en gamme, on ne la voit pas forcément suffisamment. Donc nous, on imagine un inversement. On a 80% des animaux en France qui sont en élevage intensif et 20% qui ont de meilleures conditions de vie
à l'extérieur. Et j'y tiens, je pense que l'accès extérieur, le pâturage, donnent des bien meilleurs potentiels de bien-être animal s'ils sont bien menés. Donc voilà, plus de cages, plus de systèmes complètement fermés, des dispositions qui encouragent cette transition. On est d'accord que ces changements ne peuvent pas se faire tout seuls, ils doivent être accompagnés. Donc j'imagine voilà, moins d'animaux en élevage intensif, plus de cages, plus de pratiques où on adapte les animaux au système plutôt qu'avoir des systèmes qui sont adaptés aux animaux. Des éleveurs qui ont des meilleurs revenus, qui sont réconciliés avec les consommateurs, qui sont mieux informés sur ce qu'ils achètent et qui donc peuvent orienter vers voilà, ce qu'on disait à chaque fois qu'on se nourrit, on vote pour un système d'élevage. Après, en réalité, ce qu'on voit, donc une agriculture voilà, régénérative qui contribue à restaurer la biodiversité, qui atténue le changement climatique, qui potentiellement, selon les systèmes, peuvent même améliorer, avoir un bilan carbone positif. Et ça, c'est que certains systèmes. En général, ce n'est pas le cas. Quand même être clair, l'élevage a un impact climatique et environnemental fort. Voilà. Mais pour ça, il faut qu'il y ait quand même un constat qu'il y a un problème actuellement. Et de ce que j'entends, ce que j'ai pu entendre dans les débats sur la loi climat, sur le débat aujourd'hui, le constat, il n'est pas vraiment fait. Et nous, on voit que la population, les gens s'en préoccupent, de la Convention citoyenne, par exemple, mais que derrière, les politiques ne suivent pas, que ce sont des décisions qui sont difficiles. À un moment, on a choisi d'industrialiser l'élevage. Maintenant, il faut en sortir. Voilà, c'est des choix, des accompagnements qui sont nécessaires. Donc voilà, une inversion de l'intensif versus l'extensif, ce qu'on appelle de nos souhaits. Évidemment, avec une protection sur les importations et tout ça. Jean-Jacques souhaite déjà réagir. Ah, Jean-Jacques, il faut brancher le micro. Hein. N'hésitez pas à brancher le micro avant de nous parler. Oui. Oui. Oui, je voulais réagir sur le sujet. Donc vous parlez d'un élevage moins intensif, ok, mais je pense que le monde agricole a déjà acté sur certaines choses là-dessus. Et tout à l'heure, vous parliez de les poules en cage. Aujourd'hui, on ne peut plus monter d'un seul bâtiment en poule en cage. Et puis, je vais vous donner une anecdote qui nous est arrivée dans notre département en tant que responsable. On a été interpellé par une ONG, si on peut l'appeler comme ça, mais pas la vôtre, hein, mais pour être contre un élevage de poules qui allait faire des œufs pour vendre en circuit court, mais circuit même très court autour de son domicile, de 700 poules. Et ça, c'est ça que j'arrive difficilement à comprendre, c'est que où est le moment intensif et extensif dans vos organisations, dans vos ONG? Parce que voilà, après qu'on soit contre un bâtiment de 60 ou 80 000 poules en cage, là, moi, je suis entièrement d'accord. Mais je veux dire, 700 poules élevées dans un pré avec une volière au système de nos grands-mères, je trouvais un petit peu ça gros, quoi. Léopoldine, 700 poules, c'est beaucoup ou pas? Non, ce n'est pas beaucoup du tout. Et s'il y a un accès au plein air, ça ne rentre pas dans l'intensif. L'intensif, c'est vraiment la claustration, une génétique vraiment tournée vers la productivité. Voilà, je pense que j'espère que c'est anecdotique. Évidemment, c'est le type d'élevage qu'on encourage. Comment vous voyez l'avenir quand vous savez que Xavier Niel, par exemple, dit on va avoir des hamburgers à base de cellules cultivées en labo? C'est vrai que vous, peut-être le CIWF, vous n'aurez plus de raison d'être dans le futur. C'est un petit peu dur comme question, mais c'est la réalité. Alors, c'est un peu un raccourci aussi. Très clairement, moi, j'aimerais qu'on n'ait plus de raison d'être dans 20 ou 30 ans. C'est-à-dire que les animaux, au lieu d'être en élevage intensif, ils sont en moins grande quantité dans des élevages extensifs, où les conditions d'élevage sont meilleures, les temps de transport sont réduits, et qu'on exporte des carcasses et non des animaux vivants vers le grand export, par exemple, et que l'abattage a des cadences qui permettent la protection animale au niveau de l'abattoir. Donc, ça, moi, j'aimerais bien qu'il n'y ait plus besoin de nous, qu'il y ait cet élevage qui soit en place et qui fasse plus de sens et qui soit résilient pour les revenus des éleveurs, pour le climat, pour les animaux. Que tout le monde, on a tous à y gagner. Donc, l'élevage, c'est oui, mais intensif, non. Alors, un téléspectateur qui nous écoute dit comment contrôler le risque sanitaire de l'élevage en extérieur, et c'est vrai que c'est une question. Jérôme Vol aussi souhaite rebondir. Oui, c'était parce que le sanitaire est quand même important. Aujourd'hui,
dans le débat de l'influenza aviaire et la problématique qu'on peut avoir sanitaire sur un certain nombre de volailles, le conditionnement, en tout cas le fait d'être en bâtiment est quand même un gage aujourd'hui de non-développement de la maladie sanitaire. Si, c'est très clair. Donc, à partir de là, il faut être très prudent dans la... Oui, mais je vais finir. Il faut qu'on soit très clair. Même quand on parle de bien-être animal aujourd'hui, dans les exploitations que vous dites intensives, il y a des normes qui permettent aujourd'hui un certain nombre de qualités de bien-être des animaux. Ici, il faut le dire, il faut regarder ça avec objectivité. La protection minimale, ce n'est pas du bien-être. Oui, je pense qu'on est quelques-uns à aller à Paris quelquefois. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un bien-être humain tous les jours dans le métro parisien. Donc, on ne va pas rentrer dans des débats non constructifs. Je dis juste que par rapport à la finalité aujourd'hui et au bien-être, il y a eu des évolutions très fortes faites dans l'agriculture et que toujours, et ne pas prendre les efforts en considération est assez frustrant pour le monde agricole et pour les paysans eux-mêmes. Et donc, du coup, c'est toujours intéressant de remercier dans un premier temps, de prouver l'efficacité et l'action qui a été menée et ensuite débattre, échanger pour voir comment on peut continuer. Mais laisser des parts de temps quand même à l'agriculture. On est une industrie, entre guillemets, lourde, qui demande des temps d'adaptation, et on le voit avec le schéma climatique. Donc, laissez-nous, et je n'attaque pas CIWF, ce n'est pas le problème. Je dis juste, laissez le temps à l'agriculture de s'adapter. Nous sommes dans un fonctionnement et dans un accompagnement qui va vers ce modèle-là. Mais ne condamnons pas l'intensif contre. Moi, je reviens au propos de départ. Il y a une complémentarité des agricultures. Les agricultures doivent évoluer. Les agriculteurs qui ont des faibles surfaces avec des faibles revenus doivent aussi être en capacité de dégager un revenu. Donc, tout cela, il faut le prendre en considération. Léopoldine, il va prendre la parole, mais je rappelle que CIWF est certainement le moins radical des ONG dans le domaine. Et la preuve en est, par exemple, de tout notre travail avec l'agroalimentaire, d'accompagnement sur comment la prise en compte du bien-être animal, sur la on dénonce un système et on met en avant des entreprises qui s'engagent. Donc, très clairement, on comprend bien que le pas de temps, il doit être d'une certaine taille, on ne va pas interdire du jour au lendemain. Par contre, si on a une interdiction, on peut se préparer, transitionner, avoir les aides aussi pour le faire. Voilà, donc c'est important. Le bien-être, aussi sur les réglementations européennes, c'est la protection minimale, ce n'est pas le bien-être. Donc il faut faire attention aussi au vocabulaire. Et évidemment, il ne faut pas pointer du doigt, il faut féliciter des progrès qui ont été faits. Nous, CIWF, on travaille à améliorer le standard et aussi encourager les meilleures pratiques pour qu'elles puissent trouver des marchés, qu'elles trouvent, qu'il y ait une double démarche quelque part. Donc, bien évidemment, on accompagne, on encourage. Après, il y a aussi ce rôle d'information du consommateur sur le fait qu'il y a différents systèmes tout de même. Et ils ne sont pas égaux. Fabienne Keller, puis Jean-Marie Serroni souhaite réagir. Oui, moi, je voudrais soutenir quand même la démarche de Léopoldine et du CIWF dans un autre domaine qui sont les céréales. Moi, je l'ai vécu, c'était il y a longtemps, mais on sélectionnait beaucoup les céréales sur le taux de gluten et la capacité à la panification. On se rend compte maintenant, dans les preuves scientifiques, que c'est ce qui génère, ce qui provoque les allergies au gluten. Alors, ça a développé le business des produits sans gluten, mais ce n'est pas terrible. On a créé des pathologies qui n'étaient pas aussi prévalentes avant parce qu'il y a eu un excès de sélection. Je pense que le fait d'avoir un retour sur cette expérience, de replanter des variétés plus robustes, moins riches en gluten, avec des pains du coup qui seront un peu moins gonflés, mais peut-être moins négatifs sur la qualité de notre alimentation et l'équilibre et générant concrètement moins d'allergies, ça me semble être une démarche gagnant-gagnant pour tout le monde. Jean-Marie Serroni. On va mieux payer les céréales, etc. C'est la même chose dans l'élevage. Donc, je pense qu'il faut qu'on construise tous ensemble ce chemin vers plus de qualité, des choses sanitairement qui sont meilleures pour la population et en termes d'allergie et qui donneront un revenu, non pas avec des prix très élevés, mais avec des prix améliorés. J'ai en tête le modèle du Comté ou du Beaufort pour le prix du lait. C'est d'excellents fromages avec des cahiers des charges, avec des vaches qui sont élevées dans un certain cadre qualitatif pour tous et avec un meilleur prix. Jean-Marie Serroni. Oui, là j'aurais une question à Léopoldine. Vous, de manière assez radicale, vous opposez intensif et extensif. L'un étant bien, l'autre pas bien.
Dans votre acception, c'est quoi être intensif par rapport à être extensif? Parce que je ne vois pas en quoi, par principe, il y a un qui serait mieux que l'autre. Alors, tout d'abord et avant tout pour le bien-être animal. Donc, l'intensif, on le définit par 3 éléments. C'est la claustration, donc cage ou bâtiment fermé, avec des densités très fortes et une génétique tournée vers la production. Donc, pour en revenir à ce qui a été dit, effectivement, par rapport au gluten et tout ça, nous encourageons des races plus rustiques qui auront potentiellement une durée de production plus longue, mais moins de rendement, d'avoir des souches duales, des éléments comme ça. Donc, de réfléchir plutôt qu'en court terme, d'être sur plus du long terme et de prendre en compte, d'avoir une approche holistique, ce qui n'est pas que sur le rendement, je ne sais pas, d'une vache laitière ou d'une poule pondeuse, mais d'avoir une approche plus large. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être intensif ou extensif, d'être systémique ou holistique. Mais bien sûr que si, parce que la génétique, par exemple, pour une production maximale, par exemple la volaille, qui a battu 2 fois plus jeune qu'il y a 30 ans, par exemple pour la volaille standard, bien évidemment, la génétique impacte le bien-être animal. Donc il y a les problèmes des troubles musculaires, des douleurs, des problèmes de bien-être animal qui sont liés à la génétique, par exemple. Alors, on a plein de remarques. Concrètement, comment contrôler le risque sanitaire de l'élevage en extérieur? Alors peut-être, ce qu'on voit, c'est que dans les élevages intensifs, dès qu'il y a un léger problème, s'il y a une intrusion, un problème de biosécurité, tout l'élevage est décimé très rapidement. On voit effectivement dans l'épisode de grippe aviaire dans le sud-ouest, c'est pas l'épisode, c'est 3 épisodes en 5 ans qui sont liés à une concentration très forte d'élevage, à une spécialisation, donc avec beaucoup de transport d'animaux, qui a beaucoup de facteurs qui font que dans la production intensive ultra spécialisée et très concentrée, il y a beaucoup de facteurs de risque et la biosécurité n'est pas toujours suffisante pour les éviter. Parce que des animaux très proches génétiquement, très proches les uns des autres, sont plus fragiles. Le cas qu'on a en Haute-Savoie, à côté de chez moi, c'est 7 poules chez un éleveur, comme dans mon jardin, c'est-à-dire moi j'en ai 2. Et là, toute la Haute-Savoie, ils ont confiné les animaux parce que la contamination, c'est 7 poules dans un jardin. Donc l'approche du confinement, et on l'a vécu en humain, qu'est-ce qu'on a fait pour arrêter le Covid? On ne s'est pas tous sortis en se disant vite, faisons des barbecues en extérieur et tous ensemble. On a confiné les gens. Et là, on a reconfiné les gens. Et là, c'est l'approche du ministère de l'Agriculture, c'était abattage et confinement. Et donc, c'est ça qui a arrêté le fait que ça s'épande de manière très large. Et le côté intensif, là, on le voit, même quand il y en a une très, très faible concentration avec tout en naturel, et bien, paf, les cas ont été détectés. Jérôme Vol. On les voit plus vite dans l'intensif et concentré, on le voit tout de suite. Quand on est en hyper extensif, on peut le louper. Jérôme Vol, demandez la parole. Oui, je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que vient de dire Anaël. Très concrètement, le côté intensif peut permettre aussi des interventions beaucoup plus rapides sur le plan sanitaire. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on oppose, enfin, c'est là où, et je vous salue d'ailleurs, parce que tout le monde vous a salué, moi aussi je vais vous saluer, sur le fait d'être venu parler. En fait, on a besoin d'échanges et de discuter entre les différents acteurs pour se comprendre et pour essayer de progresser ensemble. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'opposition, il y a juste une co-construction à faire et un accompagnement. Là où il y a quand même le plus de volailles en France, c'est l'endroit où il n'y a pas eu d'influenza aviaire. Ou très faiblement. Non, mais je le dis, la Bretagne, les Pays de Loire ont été peu impactés par la problématique influenza aviaire, même s'il y en a eu un petit peu dans le Pays de Loire. Donc, il faut être très prudent sur la manière d'aborder le sujet. Voilà. Le risque sanitaire est un nouveau aussi. On a parlé du changement climatique, du réchauffement climatique. La problématique sanitaire aujourd'hui pour l'agriculture est un sujet aussi pour 2040, un vrai sujet. Léopoldine, votre conclusion? Ah, on ne vous entend pas. D'abord, je vous remercie de m'avoir effectivement accueilli. Je comprends bien que je suis un peu le trublion dans l'histoire. Non, on a besoin de vous. Pour faire évoluer les choses, pour que tous les systèmes d'élevage évoluent, il faut de l'écoute. Et il ne faut pas non plus balayer le revers de la main des personnes qui sont plutôt dans la recherche de solutions pragmatiques. Et on voit que
voilà, que nous, on travaille depuis longtemps dans les concertations, avec les producteurs. On dénonce un système qui nous paraît, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais qui nous paraît plus nocif que les autres. En même temps, on propose des solutions. Et voilà. Et on pense que ça passe sur des mesures de bien-être animal, mais aussi beaucoup sur l'accompagnement vers un changement de système et aussi l'information du consommateur. Je voulais juste revenir sur ce que disent que les consommateurs vont acheter et puis finalement, ils prennent le moins cher. C'est en grande partie parce qu'ils n'ont pas forcément l'information. Et que de l'impact, on voit sur les œufs, hein, il y a un étiquetage obligatoire sur des codes sur les œufs, ça a fait transitionner l'élevage de majoritairement cage à maintenant que la moitié en cage. Assez Donc, on rapidement. voit que ça fonctionne sans perturber tout, sans mettre les éleveurs à la rue et potentiellement, ça leur donne de la visibilité sur le plus long terme sur un meilleur revenu. Bon, Aurélien Clavel était apparu à l'écran, il a disparu, donc peut-être qu'il n'a plus de questions, sinon il faut qu'il réapparaisse. Dans tous les cas, Léopoldine Charbonneau, merci beaucoup d'être intervenue. Vous restez avec nous parce que justement, on va élargir le regard puisqu'on a le plaisir d'accueillir Guy de Bailleul de l'Université Laval-Québec, coprésident de l'Institut Jean Garonne ou Garon. Jean Garon. Ah, Jean Garon. L'Institut Jean Garon. C'est un peu comme si en France, il y avait un institut Edgar Pisani, c'est-à-dire que Jean Garon a été un ministre de l'Agriculture dans les débuts des années 80 qui a contribué à façonner le paysage des politiques agricoles actuelles pour le Québec. Et ça se veut un club de réflexion, de débat sur les enjeux agroalimentaires au Québec et ailleurs. Ministre de l'Agriculture qui n'était pas du tout issu du monde agricole, puisque justement, il a été choisi un peu parce qu'il n'était pas issu du monde agricole, et qui a été très apprécié, c'est ça? Tout à fait, oui. Et effectivement, parce qu'il avait une forte personnalité, il s'est battu pour mettre en place ce qu'on appelle les piliers de la politique agricole et notamment, entre autres, la protection des terres agricoles parce que vous savez qu'au Québec, en gros, c'est un pays qui est 3 fois comme la France, 3 fois grand comme la France, mais il y a 2 millions d'hectares cultivés, vous voyez, alors donc… On en profite pour saluer Fabienne Keller qui nous a quittés. Alors, parlez-nous un peu de la perception que vous avez avec le regard comme ça outre-Atlantique du débat que l'on vient d'avoir. Eh bien, je vous dirais d'emblée que les termes de ce débat me sont étrangement familiers parce que, et pourtant, on a beaucoup abordé la question de la PAC, qui n'existe pas évidemment ici. Ici, on a beaucoup fait référence aux productions animales. Et comme vous le savez peut-être, certains le savent, une bonne partie des productions animales au Québec sont encadrées par un système de gestion de l'offre dans la production laitière, dans la production des volailles et des œufs. Et malgré tout, les débats qui sont suscités autour de cette étude de l'Union européenne sont assez proches de ceux que l'on a ici. D'abord, moi, dans cette prospective, ce que j'ai déjà trouvé intéressant, c'est la démarche de prospective. C'est une démarche qui est relativement fréquente en France et en Europe. J'ai eu l'occasion moi-même d'être associé à certaines démarches prospectives de l'INRA, mais en Amérique du Nord, c'est très peu utilisé comme outil de réflexion, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada. On va plutôt aller dans les projections, et ce qui laisse peu de place à l'imagination, à une réflexion sur les autres choses possibles. Et donc, je pense que c'est un exercice intéressant et celui de l'Union européenne l'est à divers titres. Évidemment, on pourrait trouver qu'une douzaine de types de fermiers d'agriculteurs, c'est un peu beaucoup et en même temps, c'est peut-être pas suffisant. Je pense en particulier à mon neveu dans le Pas-de-Calais qui est en train de reprendre une exploitation agricole dont faisait partie la ferme familiale. Et j'essaie de le situer un peu dans ces modèles qui sont proposés. Puis je me dis, mais il est quelque part entre plusieurs types de modèles parce que c'est quelqu'un qui cultive des terres qui sont parmi les plus fertiles en Europe. C'est des rendements en blé de 120 cathos. C'est des grosses productions de pommes de terre. Mais d'un côté, il se lance en partie vers le biologique et d'autre part, il est fasciné aussi par la technologie. Alors donc, est-ce qu'il se retrouve dans un cadre plutôt qu'un autre?
En même temps aussi, je ne peux pas manquer de m'interroger sur la pertinence de la présence dans une telle classification de ce qu'on appelle les cell farms, parce qu'à mon avis, produire des produits de protéines, etc., dans ce cadre-là, ça relève plutôt d'une entreprise industrielle. Et puis on se souviendra d'ailleurs que ce genre de réflexion, on les a retrouvées et ça c'est vrai pour les plus anciens d'entre nous, on les a retrouvés dès la première crise pétrolière en 1972-73, où on se voyait déjà produire des protéines alimentaires à partir du pétrole. Donc on voit bien que ce n'est pas tout à fait une problématique nouvelle. Alors, mais malgré tout, il y a un exercice, une démarche intéressante, surtout si elle est accompagnée d'une réflexion sur les moteurs qui peuvent favoriser l'émergence de telle ou telle catégorie d'exploitation. En même temps, on pourrait peut-être regretter qu'on isole les exploitations, ces catégories de fermiers, dans leur environnement. Or, une entreprise biologique tournée vers le local suppose aussi un amont et un aval. Et ça, il en est très peu question dans cette étude, parce qu'on peut bien imaginer que l'aval et l'amont, tel que nous le connaissons, aussi bien de ce côté-ci de l'Atlantique que de l'autre, n'est pas porté à favoriser tous les types d'exploitation. Il y en a qui seront qui auront plus de place. Et enfin, il y a évidemment les politiques qui sont de nature à privilégier tel ou tel type d'exploitation. Mais je dirais que malgré tout, ces préoccupations, ces démarches, on les retrouve aussi de ce côté-ci de l'Atlantique. On évoque une catégorie d'exploitation qui serait des fermes plus urbaines. Eh bien, chaque semaine, moi, je fais ma commande de fruits et légumes en partie auprès d'un fournisseur qui produit ses tomates et ses laitues sur les toits de Montréal. Et ça n'est pas une anticipation en 2040, c'est déjà quelque chose de fonctionnel depuis quelques années. Et il y a des milliers de consommateurs qui sont approvisionnés de cette façon-là. C'est la ferme Loufa, c'est ça? C'est la ferme Loufa? Exactement, ce sont les fermes Loufa, donc qui exploitent il y a quelques hectares de toits qui sont ainsi exploités. Donc, on est déjà dans le futur de ce côté-là. Alors, vous avez parlé de cette capacité à échanger. Ça veut dire que concrètement, vous savez vous mettre autour de la table entre agriculteurs, transformateurs, enfin toute la filière, pour se mettre d'accord sur un prix, c'est ça, ce dont vous parlez? Quand on parle de gestion de l'offre, oui. C'est effectivement… Expliquez-nous. Mais c'est un système qui, par exemple, pour les produits laitiers, c'est une commission qui fixe chaque année le prix qui sera versé aux producteurs de lait et qui va dépendre de plusieurs paramètres, évidemment. Alors, ça dépend aussi de l'utilisation qui est faite du lait. Un industriel qui fabrique des yaourts va acheter son lait à un prix plus élevé que celui qui se propose de faire de la poudre de lait. Simplement parce que la valeur ajoutée étant différente, il a été convenu, quand on a mis en place ce système, qu'une partie serait redistribuée aux producteurs, ce qui paraît logique, ce partage de la valeur ajoutée. Ça pose un peu plus de problèmes quand on a des producteurs de lait qui se lancent eux-mêmes dans la fabrication de fromage et qui doivent partager une partie de cette plus-value avec les autres producteurs. Mais ça, c'est un autre aspect. Oui, mais ça semble logique, mais en France, on n'en est pas tout à fait là, non, Jérôme Vol? Ah non, on n'est pas du tout là, au contraire. Non, aujourd'hui, le droit de la concurrence au niveau européen ne permet évidemment pas cette problématique-là, ou en tout cas est malheureusement désencadre de plus en plus le marché. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, et on peut vous poser la question, dans le cadre de l'OMC aujourd'hui, c'est pas tout à fait compatible le schéma d'accompagnement que vous proposez. Mais pour le moment, il a résisté à toutes les mises en cause, mais enfin, ce à quoi il résiste de plus en plus mal, c'est aux concessions qui sont accordées dans le cadre des accords de libre-échange.
que ce soit la nouvelle formule avec les États-Unis ou l'accord entre l'Union européenne et le Canada qui prévoit évidemment une importation beaucoup plus importante de fromage européen vers le Canada. Et du côté des États-Unis, effectivement, la concession a été encore plus grande dans la mesure où le Canada doit rendre compte aux États-Unis, au nom de cette nouvelle formule, de ses intentions d'exportation de poudre de lait. Vous voyez, donc vous avez un droit de regard des États-Unis sur nos exportations en poudre de lait. Jean-Marie Serroni souhaite poser une question. Oui, moi j'aurais une question après avoir salué Guy de Bailleul. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Guy. Je voudrais lui poser un peu en toute franchise entre nous, un peu quel regard il porte sur tous nos débats qu'on a eu d'ailleurs tout à l'heure sur le bien-être animal. Ah ben, de ce côté-ci de l'Atlantique, on a aussi des actions, j'allais dire, assez, qualifions-les de violentes, de certains groupes extrémistes dans des porcheries. Donc, c'est effectivement une problématique qui est assez proche aussi. La remise en cause de certaines formes d'élevage, et cette remise en cause se fait dans des termes quelquefois plus radicaux que celle qui a été portée par Madame Charbonneau. Mais en même temps, il y a aussi tout un débat effectivement sur le bien-être animal qui amène à changer des modalités concrètes dans les élevages de volailles, par exemple. Évidemment, on peut s'étonner aussi mais ça va évoluer aussi, que la plupart de nos vaches laitières ne mettent pas le nez dehors. C'est la question que j'allais vous poser, voilà. Oui, c'est ça. C'est la première fois qu'on va au Québec. Oui. C'est ça. Alors, évidemment, la plupart des vaches sont entravées. Il n'y a même pas de stabulation de libre parce que le climat ne s'y prêtait pas tellement, quoique les choses sont également en train de changer aujourd'hui. Mais on a des débats qui sont, Jean-Marie, tout à fait proches, en fait, même si les institutions ne sont pas les mêmes. Je prendrai aussi comme autre exemple le fait qu'on annonçait hier que la ville de Montréal venait de dresser une contravention à un commerçant qui vendait du fromage qui ne contenait pas des produits laitiers. Et ça ne tient pas au fait que la ville de Montréal a sa propre politique, elle applique simplement la politique fédérale qui prévoit qu'un fromage est un produit qui doit contenir des produits laitiers. Or, on a sur le marché maintenant des quantités de variétés de fromage dans lesquelles il n'y a pas évidemment une once de lait. Nous, on a un peu ça avec le fromage râpé où il y a un peu de lait, mais pas que de ça. Vous la voyez comment, l'agriculture en 2040, puisque c'est le thème de l'émission, au Québec? Je pense que on pourrait retrouver les mêmes tendances que celles qui ont été signalées pour l'Union européenne, un souci en tout cas de plus grande diversité dans les modèles d'agriculture. Et ça rejoint exactement toute une série de préoccupations qui ont été évoquées par les participants à cette réunion. Et il faut dire que ça n'était pas nouveau, mais la pandémie a suscité une réflexion sur nos conditions d'approvisionnement, sur notre dépendance vis-à-vis de certaines importations, sur notre dépendance vis-à-vis de grandes industries d'abattage, par exemple, dans lesquelles on a observé des éclosions massives de Covid qui les ont obligés à l'arrêt, mettant les agriculteurs, les fournisseurs, notamment les fournisseurs de porcs, en face de certaines difficultés, puisqu'on ne leur prenait plus les porcs. Donc, il y a une demande pour plus de diversité et il y a une réaction des ministères, et notamment du ministère provincial, pour essayer de mettre en place des projets pilotes pour encourager telle ou telle catégorie de producteurs, ou par exemple pour revenir à des formes de petit abattage pour de la volaille, par exemple pour des oies. Il y a plusieurs expériences qui sont en cours d'élaboration. Donc, il y a vraiment une demande à la fois des consommateurs, mais aussi de jeunes producteurs qui veulent s'installer. On appellerait ça en France hors cadre familial, je pense, et on a cette même dynamique que l'on observe ici. Et la viande artificielle, comment c'est perçu au Québec?
Je pense que c'est à peu près dans les mêmes termes ici, puisqu'il y a des usines qui se développent pour produire ce genre de produits. Là encore, le paradoxe, c'est qu'on le veuille absolument donner le nom de viande ou d'appellation de ce type à des produits qui n'ont rien à voir et qui ne peuvent pas revendiquer ne devrait pas revendiquer cette appellation, mais ça nous ramène aussi à un autre vieux débat qui était celui de la couleur de la margarine. Vous vous souvenez quand les industriels de la margarine ont voulu colorer leurs produits pour que ça ressemble à du beurre. Et ça a été d'ailleurs aussi une bataille ici au Québec. Alors, on a plein de questions de la part des personnes qui nous écoutent, notamment à Amaury qui nous dit « Ne risque-t-on pas dans 20 ans d'avoir des agriculteurs jardiniers ?» Alors, tout le monde peut répondre. Et une alimentation à bas prix venant du Brésil et des USA. Est-ce que vous voyez cette séparation se développer de plus en plus dans le futur? Qui souhaite répondre? Jean-Baptiste. Ouais, moi je pense qu'il y en aura, mais il y en a déjà. J'ai des producteurs jardiniers qui gagnent pas leur vie, enfin qui bricolent, qui gagnent à peine un SMIC et ils sont contents comme ça. Et puis peut-être que vraiment en fait ils sont contents comme ça. Nous on se dit nos parents ils ont pu chercher qu'une chose, hein, ils ont travaillé dur, ils voulaient se moderniser et bien vivre leur vie. Moi ça m'amène quand même une réflexion. Ce qu'on a entendu là tout à l'heure, je réfléchis depuis un certain temps là, et je me pose la question par rapport à l'évolution des modèles, si en fait on n'est pas coincé dans ce qu'on a construit dans l'agriculture. Donc, nos filières qu'on a construites fait qu'on est tous imbriqués l'un dans l'autre, qui fait que c'est compliqué de se déprogrammer. C'est-à-dire qu'on se dit pour la souveraineté alimentaire, il faut au moins que les aliments se baladent de partout en France. Donc, il faut plus transformer local, abattre local. Oui, mais ce n'est pas ce qu'on a construit aujourd'hui. Il faut redétricoter ça. Et en fait, c'est beaucoup plus facile pour n'importe qui s'installe hors cadre familial, quelque part, qui dit bon, moi, j'en ai rien à carrer de tout le monde. Je m'installe en bœuf de Kobe, je vais le transformer moi-même, et puis ça va y aller. Et puis lui, ça marche. Et oui, mais parce que lui, il représente un tout petit volume, hors filière. Et en fait, peut-être notre gros enjeu, c'est d'arriver à bousculer suffisamment le puzzle sans tout faire péter pour reconstruire, reparamétrer le puzzle pour correspondre aux attentes de demain. Et ça, c'est hyper dur. Hein. Et il faut que les maillons évoluent, effectivement. Jérôme, oui, c'est peut-être la faiblesse un peu de cet exercice de l'Union européenne en termes de prospective, c'est effectivement d'avoir complètement négligé les filières, en fait, d'avoir privilégié l'échelon des exploitations sans réfléchir sur ce qui se passe en amont et en aval. Alors, Jérôme Vol, mais il faut faire court parce qu'on a plein de questions là maintenant. On arrive dans les 10 dernières minutes. Non, tout simplement, moi je suis dans une coopérative viticole, on est 28 exploitants agricoles, vignerons, on a tous des modèles qui sont pratiquement différents, on essaye d'associer tout cela et la taille des entreprises peuvent aller de 2 hectares avec du pluriactif et de la double activité jusqu'à 80 hectares de vignes avec des salariés, etc., etc. Donc je crois qu'il faut pas opposer et pourtant on fait la même finalité, le même produit. Et on essaie de valoriser par l'agriculture biologique, l'HVE et par l'identification et le cépage. Je crois qu'il ne faut pas opposer la complémentarité des dispositifs et des accompagnements et du type le public sera aussi un gage de réussite. Le tout, c'est d'arriver à marier tout cela. Jean-Jacques qui souhaitait réagir. Oui, juste, je pense que l'agriculture s'est adaptée. Et entre autres, pour aller dans le sens de Jérôme, je veux dire, les filières viticoles ont réussi à s'adapter aussi au marché, à s'adapter aux agriculteurs, à s'adapter au système d'exploitation viticole. Je pense que dans les autres productions, il y a aussi du mal à ce que les filières puissent s'adapter aussi au mouvement, au changement des consommateurs, au changement d'agriculture, au changement des politiques aussi agricoles. Et je pense que les filières, il faut à un moment donné aussi qu'elles se posent des questions à se dire, voilà, mais quelles qu'elles soient, hein, animales, végétales, hein, moi je ne vais pas monter les uns contre les autres, loin de là, mais je pense qu'il faut aussi qu'ils réfléchissent à comment, en 2040, elles vont arriver à commercialiser un produit de qualité et un produit qui est demandé par les consommateurs. Et ça, moi, je pense qu'il faut que nos filières se mettent en route pour arriver à ça.
Très important ce qui a été dit. François Purseigle, une question spécialement pour vous. La question, je la retrouve, de Paul Breton qui vous demande, vous dites les politiques doivent interdire, mais à quand un peu plus de pragmatisme? Et puis une autre question, le modèle spécialisé français a-t-il un avenir face aux firmes? Je n'ai pas bien compris la première question. Je pense pas. Laissons tomber la première question, attaquons la seconde. Le modèle spécialisé français a-t-il un avenir face aux firmes? Ce qu'on entend par firme, enfin, nous, ce qu'on utilise, enfin, ce qu'on veut dire par firme de production agricole, ce sont des grandes entreprises agricoles intégrées qui intègrent des fonctions qui relèvent du secteur industriel ou commercial. Je pense que le modèle agricole à la française, il repose sur une multitude d'acteurs aux allures, effectivement, parfois de grandes entreprises, de taille moyenne ou autre, mais tout ça, ça a été dit. Je ne suis pas sûr qu'on puisse tout simplement parler de modèle français, quoi. Marius Jacob, qui nous suit depuis le début et qui nous dit concrètement, est-ce que vous pouvez nous répondre, est-ce qu'on aura plus ou moins d'agriculteurs en 2040? Bonne question, parce que ce n'est pas évident. Hein. On croyait savoir la réponse il y a 5 ans, peut-être que maintenant on y voit moins clair. Ici au Québec, le nombre d'exploitations a recommencé à augmenter depuis 2 ans, mais ça n'est pas forcément une contre-tendance qui va s'affirmer. De là à retrouver 3 millions d'agriculteurs en France, peut-être pas. Non, mais la question qui est posée n'est pas de savoir si on va en avoir autant, c'est est-ce que tous ceux qui s'installent seront en mesure de reprendre des exploitations qu'il convient quand même de reprendre pour maintenir un outil de collecte et de transformation, parce que le défi, c'est de faire que l'offre et la demande en matière d'installation se rencontrent. Or, ce qui fait défaut aujourd'hui, ce n'est pas un désir d'agriculture, c'est une capacité des porteurs de projets à venir reprendre des exploitations qui vont se libérer demain et qui, jusqu'alors, ne font pas projet pour ces personnes-là. Donc là, le défi, il est là. Parce qu'au moment même où on nous parle de permaculture et de micro-fermes, bon nombre de petites fermes ne seront pas reprises, ou des fermes moyennes. Donc la question, elle est là, elle est posée. Donc il ne faut pas se gargariser ou être content simplement d'un maintien, voire d'une élévation du nombre d'agriculteurs, si tant est qu'on sache encore ce que c'est. Il faut faire en sorte que quand même ces outils productifs puissent être là demain. Jérôme Vol. Jean-Paul. Oui, puis Jean-Marie, juste après. Donc Jérôme d'abord et Jean-Marie. Oui, la capacité à pouvoir renouveler les générations et peut-être développer le nombre d'agriculteurs, ou en tout cas des actifs en agriculture, parce que ça peut être aussi un monde salarié qui se met en place autour des entreprises. Donc, il n'y a pas de débat autour de ça, mais c'est la capacité à pouvoir s'adapter et la capacité d'avoir des moyens de pouvoir innover et adapter son exploitation. L'irrigation fait partie. Les outils de transformation autour de chez soi, ça veut dire que lorsqu'on n'aura plus d'outils de transformation, on n'aura plus qu'un modèle à suivre parce que sinon, on aura des difficultés économiques, etc., etc. Donc, en fait, c'est le maintien de petits outils comme de gros outils, mais des petits outils à proximité des exploitations qui permettra la diversité et la capacité d'adaptation et donc, du coup, du renouvellement des générations en agriculture. Et Jean-Marie Serroni. Oui, moi, il y a 2 ans, j'avais fait une enquête auprès d'une centaine de responsables, responsables agricoles, responsables politiques, responsables administratifs, chercheurs, enseignants, conseillers. Et la réponse était extrêmement claire. Alors, tout le monde peut se tromper, hein, mais la réponse était extrêmement claire. Une baisse assez importante du nombre d'agriculteurs. Alors, il y avait un peu de gradient, hein, une baisse assez importante. Par contre, pas de baisse de production. Et un nombre, en proportion, un nombre plus important de petites exploitations. Alors, pas davantage de petites exploitations, mais en proportion du nombre d'exploitations et des formes de salariat, etc., beaucoup plus importants, enfin, le poids du salariat plus important et de la sous-traitance, ETA, CUMA, enfin, tout ça, de la prestation de services. Hein. Donc, en fait, moins d'opérateurs, plus professionnels, en même temps, et puis, pardon, et dernière tendance, beaucoup plus de plus réactifs. Ce qui nous rapprocherait des autres agricultures européennes, hein, parce que c'est une particularité française de ne raisonner que par les agriculteurs à temps plein. Je vois Jérôme qui hoche la tête. Et c'est le cas au Québec. C'est le cas aussi, oui, tout à fait.
J'aurais tendance à se dire que peut-être que le destin, il est quand même dans nos mains. Et après, il y a un rôle à l'IFOCAP, là, il y a des futurs responsables ou responsables. Il y a Jérôme qui est responsable. Moi, je pense que, en fait, en baignant, moi, agriculteur aussi, dans l'univers du co-farming, des startups, et de voir plein d'initiatives et tout, moi, je pense qu'il y a un truc qui manque dans l'agriculture, c'est d'y aller avec le positivisme à fond. Putain, il y a plein d'idées, il y a plein d'opportunités à prendre en main. Souvent, en agriculteur, quand on est dans les champs, on dit « Ah, voilà, c'est la crise, on est mal payé. » Mais les gars, mais bougez-vous, quoi. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Alors, tout le monde n'est pas un entrepreneur. Puis entrepreneur, ça fait prendre des risques, ça fait flipper. Tout le monde n'a pas ça dans les tripes. Mais par exemple, dans les startups du co-farming, tu as des services qui te ramènent 400 € par mois. Il y a des services, voilà, avec Gabriel, il y a Né d'une seule ferme, par exemple, si j'évoque que ça, qui est pas dans le co-farming, c'est pas pour des entrepreneurs, mais on t'amène une yaourtière, on t'a posé le marketing, on t'a créé un débouché. Alors certains diront que c'est de l'intégration peut-être, mais en tout cas, ça permet d'augmenter le revenu, en fait. Et ça, je pense qu'il faut stimuler à mort ça, à tous les échelons pour justement encourager des gens à s'installer. Parce que ça paraît quand même fou d'avoir des jeunes qui s'installent pas derrière papa qui a 140 hectares en disant « Ouais, je fais blur, je colza, si je peux pas m'agrandir, j'y arriverai pas. » Mais mon gars, t'es cuit avant de démarrer parce qu'il y a des gars qui gagnent bien mieux ta vie à côté et qui viendront te bouffer. Donc, je pense qu'il faut qu'on injecte beaucoup d'énergie, de beaux exemples. Et c'est là où on doit se connecter avec plein de nouveaux agriculteurs qui ont des bonnes idées. En fait. Et on l'avait proposé aussi dans le co-farming, ce qui pourrait être intéressant dans le co-farming, dans les tonton farmers, de prendre des réflexes, d'ouvrir le capital en alliant les compétences. C'est-à-dire que moi, agriculteur, je suis peut-être pas forcément bon sur un sujet, mais si je m'allie au capital avec quelqu'un qui est très bon dans la transformation, qui est très bon dans l'agriculture de conservation, par exemple, qui est très bon sur, je sais pas moi, la méthanisation, alors j'entreprends des choses. Car sinon, moi tout seul, même avec des conseils, je suis un peu coincé. Et je pense que ça, on devrait impulser un coup de sang frais, un coup de fraîcheur dans tous ces nouveaux modes. Je sais pas si c'est des modèles, mais sur toutes ces idées qu'il doit y avoir, quoi. On doit encourager. On devrait avoir un baromètre de l'encouragement par rapport à un baromètre de la complainte de l'agriculteur. Ça devrait peut-être être un sujet, ça. Très concrètement, Jean-Baptiste. J'ajouterais aussi autre chose. Excuse-moi, moi j'adore quand il parle comme ça. Jean-Baptiste, je sais pourquoi je suis à co-farming. Je trouve que c'est plein d'énergie, c'est plein de dynamisme, ça donne envie, ça donne des idées. Moi, je travaille avec des agriculteurs méthaniseurs, ils sont comme Jean-Baptiste, ils ont toujours plein d'idées, plein de projets. Ils ont un peu changé, moi, ma perception des agriculteurs. Et juste, ce que je rajouterais, c'est que toute cette positivité, cette positive attitude, il faut aussi que ce soit, qu'elle transparaisse et qu'elle puisse être reconnue, qu'on puisse, nous, les citoyens, reconnaître ces qualités, c'est cette évolution des agriculteurs, tous ces efforts qu'ils font, parce que tout à l'heure Jérôme a dit quelque chose qui me touche beaucoup, c'est que ces efforts que font les agriculteurs, ils ne sont pas forcément reconnus. Donc dans l'élevage par exemple, il y a des améliorations énormes sur les quantités d'antibiotiques utilisées. Ces efforts-là, ils sont pas valorisés, ils ne sont pas reconnus ni financièrement, ni par la société. Donc, c'est un peu compliqué pour beaucoup d'agriculteurs, n'ayant pas cette reconnaissance déjà des efforts faits, de se projeter sur des risques qu'ils ont encore à prendre en se disant, mais de toute façon, quoi que je fasse, les citoyens, ils vont pas me reconnaître, quoi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui manque aussi à cet endroit-là, de reconnaissance de l'effort fait, et peut-être que ça encouragerait les agriculteurs à en faire encore plus. Non, mais vous vous rendez compte, il est 20h29, ça fait 2 heures qu'on débat, 2 heures qu'on discute ensemble, au Québec, en France, partout, à Toulouse notamment. Merci à vous tous d'être venus ici pour débattre. Merci aussi, bien sûr, à tous ceux qui nous ont suivis, à la fois sur nos différentes chaînes, Power Boost sur YouTube notamment, sur la chaîne de l'IFOCAP, sur la page Facebook. Merci bien sûr à Cédric qui s'est occupé de la technique, hein, ça a bien fonctionné et on peut le saluer, et puis Laurent et Hugo qui ont permis toute cette interaction avec le public. Alors j'en profite bien sûr pour saluer le public qui nous a suivis, notamment les stagiaires de l'IFOCAP qui ont bien participé, ainsi que tous ceux qui nous ont suivis sur les différentes chaînes. Qu'est-ce que je vous souhaite? Un futur plein d'agriculture, c'est ça?
Et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Ciao.